Comment une figure si simple peut bloquer 99% des pratiquants de calisthénie? Alors comme tu sais, je parle du front lever, cette figure que tu vois tous les jours sur Instagram ou même sur YouTube. Tu vois des athlètes le faire avec tant de facilité que tu as l'impression qu'ils ont désactivé la gravité. Mais toi, quand tu l'essayes, ce front lever, tu te sens lourd. Tu as mal au dos, tu as les abdos qui brûlent et tu arrives à peine à le tenir une seconde. Tu te demandes même si tu pourras le débloquer un jour. Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode du Calivolution parce que je vais te raconter l'histoire de cette figure mythique et te révéler comment faire partie des 1% qui la maîtrisent. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 41 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi, c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. J'ai formé des dizaines et des dizaines de pratiquants dans ce sport et fait plus de 40 compétitions. Mon objectif, vous faire passer de débutants peu expérimentés à l'athlète qui débloque ses figures comme le muscle-up, le handstand, le front lever, on va en parler aujourd'hui, ou encore les handstand push-ups, ou même la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et devenir un véritable athlète, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous, en description de cet épisode. Alors, juste avant de commencer, je vous fais le petit sommaire, comme ça je vous chapitre et vous pouvez retrouver en fait les différents chapitres qui vous intéressent. Okay, donc si vous êtes sur Spotify ou même sur YouTube, c'est chapitré directement sur le lecteur. Alors, premièrement, on va voir je vais vous raconter l'histoire du front lever. L'histoire du front lever de 1936 à aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025. Donc dans ce chapitre, on va revenir sur les premiers front levers qu'on a aperçus sur Internet, mais aussi les records du monde, mes références, mes athlètes de référence quand j'ai commencé justement ce sport-là en 2013. Et je vais vous raconter aussi l'évolution de ces 10 dernières années, l'évolution du front lever, du niveau en front lever sur les 10 dernières années. Okay, le deuxième chapitre, ça va être comment débloquer ce front lever. Donc les prérequis à avoir, les meilleurs exercices à faire, combien de fois par semaine il faut s'entraîner. Et je vais même vous donner des exemples de séances à appliquer dès la fin de cet épisode chez vous. Ok. Troisième chapitre, ça va être... je vais vous raconter quelques petites anecdotes de mon voyage à Bali ici. Enfin mon voyage, je ne suis pas en train de voyager, mais de ma petite aventure à Bali. Et on va essayer de répondre à cette question-là C'est comment être meilleur que les autres. Et pourquoi passer vite à l'action? Pourquoi il faut passer vite à l'action? Je vais vous raconter des anecdotes, des vraies anecdotes qui me sont arrivées, des gens que j'ai rencontrés, etc. Qui vont répondre à cette question-là. Comment être meilleur que les autres? Comment prendre un temps d'avance sur les autres? Okay. Et pourquoi il faut passer vite à l'action? Okay. Et pour terminer, le dernier chapitre, entre guillemets, je vais répondre à vos questions. Justement, les questions que vous m'avez posées sur Instagram sur le front lever. J'en ai fait une petite story hier. Posez-moi toutes vos questions sur le front lever et j'en ai reçu quand même pas mal. Donc, mais je pense que la plupart, je vais y répondre dans cet épisode, avant la fin de cet épisode, parce que justement, ça sert à ça cet épisode, à pouvoir répondre à toutes vos questions. Ok? Et je crois qu'on est parti. Je bois juste un petit coup de flotte dans ma petite bouteille d'eau. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat chaud. Là, c'est de l'eau pure. Voilà. Les gars, quand j'ai découvert le front lever en 2013, parce que j'ai commencé la calisthénie en 2013, donc j'ai découvert le front lever en 2013. Moi aussi, comme vous, au début, quand j'ai commencé, j'avais le cul trop bas, j'avais les jambes trop hautes et ça me brûlait le dos, ça me brûlait les abdos. Et je comprenais rien. Et j'ai dû faire face du coup j'ai dû mettre des choses en place pour l'entraîner et le débloquer, puis ensuite du coup mettre d'autres choses en entraînement pour aller encore plus loin, pour faire des front lever pull-ups, des raises, des combos, des touches, etc., etc. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la figure emblématique du front lever. Le front lever, d'où ça vient ok. Et ce que j'ai pu trouver du coup sur internet, parce que oui, j'ai fait mes recherches. Pendant 2 jours, j'ai fait des recherches et j'ai pu revenir sur quelques archives. Et j'ai découvert que le front lever, c'était plutôt ancien. Nous, on a l'impression que c'est nouveau parce que la calisthénie, c'est nouveau. Enfin, entre guillemets, c'est nouveau la calisthénie. C'est très popularisé en ce moment, c'est très en vogue. C'est à la mode. Du coup, on se dit, ouais, le front lever, c'est récent. Mais dites-vous qu'en fait, votre grand-père
aurait pu faire des front levers en fait, à l'époque. Ou même le père de votre grand-père, ça se trouve. Ok. Et ce que j'ai pu trouver du coup sur les archives, etc., c'est que le front lever, c'est clairement une figure de gymnastique de base. C'est une figure de gymnastique qu'on pouvait retrouver sur les agrès, enfin sur les anneaux. L'agrès, les anneaux. Voilà. Et j'ai trouvé une preuve pour vous montrer ça. Enfin, je peux pas vous le montrer parce que du coup c'est que audio cet épisode. Mais en fait il y a des preuves de ce mouvement qui sont schématisées sur des notes. Alors les mouvements en fait en gymnastique, c'est des enchaînements de mouvements. Et un mouvement ça dure souvent environ 1 minute en fait. Donc aux anneaux, ça peut être justement du front lever, de la croix de fer, des dislocations, des sorties salto, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans un mouvement. Et en fait, on a le schéma du front lever qui a été fait à la main en plus sur un morceau de papier. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment inscrit en fait dans la gymnastique. Et la plus vieille image qu'on a justement d'un front lever sur anneau, et ça nous vient de l'ancien athlète Léon Stuckej. Donc je sais pas de quelle origine il est. Donc c'est la plus vieille image qu'on a du front lever, c'est de cet athlète-là, de ce gymnaste-là, aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et j'ai même vu dans une vidéo sur YouTube, mais je sais pas, parce qu'il n'a pas sourcé la vidéo, cette image que j'ai vue, donc cette photo, en fait ça vient d'une vidéo. Ça vient d'une vidéo, et donc il y a une vidéo d'un mouvement aux anneaux, où on voit du coup cet athlète partir en suspension aux anneaux en L-sit, donc à l'équerre, puis monter en fait un front lever en force, puis ensuite il monte du coup en handstand sur les anneaux, mais il passe par le front lever et il le tient. Il le tient 3 secondes. Alors dans une forme qui n'est pas, on va dire, la meilleure forme qu'on pourrait voir aujourd'hui, parce que lui voilà, il creuse peut-être un petit peu trop le dos, on sent qu'il est un peu trop rétracté, il regarde vraiment le ciel, ce qui fait qu'en fait la posture est pas nickel, mais c'est quand même solide. Et pour des images de 1936, je trouve ça ouf les mecs. Franchement j'étais fasciné, j'ai vu des vieilles images, j'étais mais putain, en fait on est en train de perpétuer en fait des mouvements qui sont en fait ça se trouve qui ont toujours été là. Là, je vous parle de la première image que j'ai vue, donc de 1936, des Jeux Olympiques de Berlin. Mais en fait, ça se trouve, le front lever, il est pratiqué par des sportifs depuis des centaines et des centaines d'années. Même à l'époque des Romains, même bien avant, ça se trouve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est assez... J'allais dire assez... Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire un front lever. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es fort en traction, tu dis « Ah tiens, ça serait cool que je puisse monter mon bassin et être complètement à l'horizontale. » C'est pas énormément technique. Vous voyez, comme un one-arm handstand où là, on pourrait se dire « Ah non, c'est pas possible. » Front lever, quand on est fort en traction, on pourrait se dire « Ah mais pourquoi pas ?» Donc je me dis, en fait, il y a des centaines, voire des milliers d'années, on pouvait faire des front levers. On n'a juste pas de traces écrites de ça, on n'a pas d'image, etc. Et voilà, déjà, on a ce fameux Léon qui pratique un beau front lever sur ses anneaux aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Ensuite, on n'entend plus parler. Il faut attendre 1954. Et justement, en 1954, on parle du front lever sur le code du pointage international de gymnastique. Donc, c'est-à-dire le règlement officiel de gymnastique, où en fait, on parle de... Nous, on appelle ça figure, mais des éléments justement gymniques aux anneaux, à la barre fixe, etc. Et bien en fait, on parle du front lever, qui ne s'appelle pas front lever, je vais vous expliquer. Mais du coup, on parle de ce front lever en fait dans le code de pointage, donc dans le règlement de gymnastique international. Voilà, en 1954. Et la source, c'est quoi ? En fait, ce code-là a été publié en mai 1955 dans le magazine français Le Gymnaste. Et oui, en fait, depuis 1873, la gymnastique a son propre magazine qui s'appelle Le Gymnaste. Je trouve ça ouf, comme quoi la gymnastique, la calisthénie est très inspirée de la gymnastique. Hein. Comme vous savez, on fait des éléments qui viennent de la gym de base, même si nous, on a même inventé pas mal de choses, je trouve. On y a apporté beaucoup de choses.
Mais les éléments de base comme le front lever viennent de la gymnastique, et la gymnastique du coup qui est pratiquée depuis des centaines d'années, et même depuis 1873, vous vous rendez compte, 1873, il y a un magazine, c'est plus une revue en fait, dédiée à la gymnastique, et en 1955, il y a un article de publié où on voit justement le code de pointage, le nouveau code de pointage international de gymnastique, où on parle du front lever. Mais en français, ça ne s'appelle pas le front lever. On pourrait dire, bah du coup, ça s'appelle le levier avant. Et non, ça ne s'appelle pas le levier avant en français. Parce que du coup, sur ce code de pointage, c'est écrit que c'est pas un front lever, pas un levier avant, mais c'est une suspension horizontale faciale. Suspension parce qu'on est sous les anneaux, donc on se suspend. À l'horizontale parce que du coup, notre corps est parallèle au sol. Et faciale, pourquoi? Parce que c'est devant. C'est-à-dire qu'on regarde le ciel et non pas la terre. Ok. Si on a la suspension horizontale dorsale, je crois que c'est ça, dorsale, qui est justement le back lever qu'on appelle aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça qui est ouf, c'est que à l'époque ils utilisaient juste d'autres mots, mais le front lever existait. Si c'était dans le code de pointage en 1954, c'est-à-dire que les gars, il y a 75 ans, 70 ans, 75 ans, je suis pas très fort en maths, et bah ouais, c'est ça, c'est 70 ans. Et ben on faisait des front levers. On s'entraînait pour le front lever. C'est-à-dire qu'il y avait des athlètes dans des gymnases sur les anneaux qui s'entraînaient à faire du front lever. Donc ils sont passés par du tuck front lever, de l'advanced tuck, de la wall leg, des raises, etc. Alors je connais pas en fait. Là, il faudrait retrouver carrément des séances écrites en fait pour savoir comment ils entraînaient ce fameux front lever. S'ils n'avaient pas des bandes élastiques, ça se trouve ils n'utilisaient pas exactement le même schéma que nous, mais je pense que voilà, pour moi ils faisaient très simplement, ils dépliaient de plus en plus leur corps. Pour moi en fait ils faisaient des advanced tuck front lever, peut-être même des straddle front lever, des one leg front lever. Et en fait ça serait ouf de voir des images de ça, de 1954, et de voir des athlètes qui s'entraînent pour le front lever comme nous en fait on s'entraîne. On s'entraîne du coup au parc de street workout ou à la salle de sport ou dans notre salon, dans notre garage, dans notre jardin, dans notre chambre, sur notre barre de front. Je trouve ça fabuleux en fait. Voilà. Donc vous voyez que ça remonte finalement. Ça remonte à quelques dizaines d'années ce front lever. Ensuite on attend quand même pas loin de 10 ans pour voir des images en fait de front lever. Et en 1962, il y a une image d'un front lever. C'est celui de John Gill. Alors vous avez sûrement dû voir des images de lui pour pour les plus connaisseurs et les plus passionnés de calisthénie, de street workout. Parce qu'en fait John Gill, c'était un grimpeur et un mathématicien, voilà, et qui utilisait en fait clairement la calisthénie, qui lui appelait du coup la gymnastique, mais il utilisait la calisthénie pour se renforcer pour l'escalade, parce que lui c'était un grimpeur, hein, donc il faisait de l'escalade. Et en fait, on a une photo de lui. Si vous notez front lever sur Wikipédia, vous voyez une photo de John Gill qui fait un front lever en 1962 et qui fait même un one arm front lever. Donc front lever à un bras. Sauf qu'il est side, enfin il n'est pas side, il est en fait son corps n'est pas justement il est à l'horizontale mais il n'est pas facial. Il est latéral. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait un mix entre en fait, il est un peu en flag. Un mix entre back lever et front lever. Oui. Mais il était quand même super fort ce mec là. C'était un grimpeur. On sait très bien que les grimpeurs ils sont très forts en tirage. Ils font des front lever des fois sans l'avoir bossé. Voilà. Et lui on le voit en 1962. Vous vous rendez compte? C'est l'âge de nos darons hein, pour certains voilà, qui sont de la même génération que moi dans les années 90 2000. Et lui en fait il faisait déjà des fronts. C'est-à-dire que vos darons étaient toujours pas nés que lui il faisait des front levers. J'adore. Et depuis 1962, j'ai rien trouvé. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de séances d'entraînement qui sont écrits. Il n'y a rien en fait. Et c'est limite, il faut attendre 2008 pour voir les premières vidéos. Et aussi, voilà, 2005, 2006, 2007, 2008 pour voir les premiers écrits. Et du coup, je suis revenu, j'ai cherché un peu sur internet. Et c'est vrai que je connais un coach de gymnastique américain qui s'appelle Christopher Sommer. Parce que j'ai déjà
feuilleter ces bouquins. Et dans un bouquin que j'avais en fait sur mon PC, que j'avais depuis déjà 2-3 ans, il parle du front lever. Je suis retourné, et c'est dans son bouquin qui s'appelle Building the Gymnastic Body, donc construire un corps de gymnaste. Il parle du front lever, il parle aussi de la planche, etc. Il met des photos de ces gymnastes, de ces coachés, qui le font pas forcément en super belle forme. Mais pour l'époque, c'est déjà bien. Et ce bouquin est apparu en 2008. Donc ça veut dire que lui, ça faisait déjà peut-être 10-15 ans qu'il préparait des gymnastes et qu'il faisait du front lever avec ses gymnastes. Et lui, vu qu'il avait peut-être déjà une quarantaine d'années quand il a écrit ce bouquin-là, en 2007-2008, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80-90, ça se trouve, il a pratiqué lui aussi du front lever. Et en fait, je pense que voilà, le front lever a toujours été là, juste on n'en parlait pas trop. Et maintenant, bon, bah, comme vous savez, c'est une folie, quoi. On voit des vidéos de front lever tout le temps, bah, grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, etc. On en voit en compétition, tout ça. Donc à l'époque, je pense qu'on en voyait en compétition, beaucoup, dans les compétitions de gymnastique, mais il y avait très peu d'images. Très très peu d'images. Voilà. Donc dans son bouquin, Building the Gymnastic Body, il parle de l'évolution du front lever, enfin de l'évolution de comment s'entraîner pour le front lever. Et voilà, il nous montre un tuck front lever, un advanced tuck, un straddle. Il montre pas de one leg, mais il montre des front lever pull-ups, etc. qui sont pas très propres finalement, mais pour l'époque, je trouve que c'est déjà pas mal. Sinon, j'ai essayé de chercher un petit peu plus loin que 2008, quand même sur internet, et j'ai vu que justement qu'en 2005, on parle du front lever sur un blog qui s'appelle T-Nation, donc en anglais c'est T-Nation, et justement avec Christopher Sommer. C'est-à-dire que Christopher Sommer était déjà sur les blogs et il parlait un petit peu des entraînements qu'il proposait à ses gymnastes sur internet, sur les blogs, et il parle justement de l'entraînement du front lever avec des pratiquants de gymnastique ou de calisthénie en fait, qui lui posent des questions directement sur ce blog-là. Et là on est en 2005. Donc pour certains d'entre vous, vous étiez même pas né en fait. Vous étiez dans le ventre de votre mère. Moi en 2005, bon, j'avais déjà 6 ans. Donc est-ce que je fais de la gymnastique? Je faisais pas encore de gymnastique. Mais je pense que j'arrivais quand même à grimper aux arbres, quoi. Donc j'avais de la force de tirage. Mais de toute façon, quand on est gamin, on a tous de la force de tirage. Je pense que quand t'es gamin, tu peux faire des front levers très rapidement, quoi. Donc en 2005, donc il y a 20 ans. Voilà. Il y a 20 ans. Bon, là c'est marrant parce que Christopher Sommer, pour écouter mon podcast, et dire mais mec, ça fait déjà 40 ans que je parle de front lever, et il y a 20 ans en fait on en parlait déjà sur internet, sur mon blog en fait. Je trouve ça fou. Et du coup je vous ai dit qu'on a dû attendre quand même quelques années pour voir les premières vidéos, parce qu'en fait il n'y avait pas d'hébergeur de vidéos avant sur internet. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Dailymotion, il n'y avait pas de Vimeo, il n'y avait pas tout ça. Donc YouTube est arrivé, je crois que c'était vers 2006-2007. Et c'est là où on peut voir du coup les premières vidéos. Et la fameuse vidéo que j'imagine que vous connaissez très très bien. Surtout pour les anciens qui ont fait... Enfin, quand je dis les anciens, c'est les anciens qui font de la calisthénie depuis pas mal de temps. Je dis pas que vous êtes vieux. Moi je suis pas vieux et je suis quand même un ancien dans ce sport-là, parce que j'ai commencé en 2013. Et quand j'ai commencé, je suis tombé sur la vidéo de Hannibal Forking. Voilà, une vidéo de 2008 où on le voit faire des muscle-up, des planches push-ups qui sont pas propres. Et on le voit faire justement des front lever raises. Et oui, on le voit faire ça en 2008. Donc lui, ça se trouve, ça faisait déjà 5, 10 ans, 15 ans qu'il faisait des front lever. Et là, il le montre en vidéo. Et là, la planète entière regarde ça et dit waouh, c'est quoi ce sport? Street workout, c'est incroyable. On peut faire ça avec un parc de street workout dans la rue? Ou alors avec du mobilier urbain, on peut se muscler et faire des figures comme ça, dont le front lever, mais c'est super. Et je me suis dit, mais attends, mais je suis sûr qu'il y a eu d'autres vidéos avant 2008, avant Hannibal Forking. Mais il faut les trouver ces vidéos. Ça se trouve, elles sont même plus publiées sur internet, sur YouTube, mais il y en a peut-être une. Donc mon outil ChatGPT m'a bien aidé hier et aujourd'hui pour faire mes recherches. Et du coup, je lui ai dit, montre-moi les premières vidéos où ça parle de front lever, où il y a du front lever dans les vidéos, machin. Il cherche avec moi. Il me montre une vidéo, ouais, je crois, de 2008 aussi, sur la chaîne principale de CrossFit. Et oui, CrossFit a été créé, je crois, vers 2007-2008. Ils ont créé leur chaîne YouTube. Et en fait, on voit des coachs de CrossFit
qui explique du tirage sur la barre de traction. Donc il parle de traction, etc. Et à un moment, il parle de front lever. Il met son athlète en advanced tuck front lever, il lui dit essaye de déplier, et là il parle de front lever. Mais il le maîtrise pas. Du coup, je suis en mode ok, il en parle un petit peu. Je crois qu'il dit même pas que c'est un front lever, il emploie même pas ce terme-là. Ou peut-être, mais c'est pas très explicite quoi. Et du coup, je creuse encore avec ChatGPT. Je fais mais trouve-moi une vidéo avec une personne qui fait un front lever, mais bien avant ça, la plus vieille que tu peux trouver. Et là, je tombe sur une vidéo qui date de 2007. Donc là, les mecs, ça fait plus de 20 ans. Ça fait déjà... non, ça fait... pas 20 ans du coup, ça fait 18 ans, pardon. 18 ans, une vidéo sur YouTube. Une vidéo de Marcus Bondy. Et Marcus Bondy, moi j'ai déjà vu des vidéos de lui en fait. C'est un Australien. Maintenant, je sais pas, il a plus de 50 ans, même ça se trouve il a 60 ans. Il est trop fort en poids de corps. Et je suis déjà tombé sur des vidéos de lui, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Même lui en fait, je suis sûr là je vous montre, allez voir, Marcus Bondy. Bondy comme la ville. Comme la ville de Mbappé, Bondy. Voilà. Marcus Bondy. Et c'est un Australien en fait qui fait des poids de corps, qui fait du poids de corps. Je crois qu'il avait même le record de muscle up dans le Guinness Book justement en 2007 ou 2008. D'ailleurs des muscle up qui sont pas du tout propres. Mais bon, ils sont pas du tout propres. Mais bon, à l'époque ils s'en foutaient. Ça se trouve c'était le seul à faire des muscle up dans tout l'Australie en fait. Donc incroyable. Et en fait Marcus, il nous fait un front lever. Mais un front lever magnifique. Il est insane son front lever. En 2007 les mecs, il y a 18 ans, il te fait un front lever qui pourrait en faire rougir plus d'un en fait. Quand je vois son front lever il y a 18 ans, je fais mais what the fuck, il est incroyable. Et en fait il le tient quelques secondes et là il commence à faire des pull-ups. Il commence à faire des front lever pull-ups, donc des tractions en front lever. Alors c'est pas des tractions, c'est pas des front lever pull-ups comme nous où on fait des gros full grip et on essaie de toucher la barre. Lui il est en normal grip, mais il arrive quand même à monter assez haut en fait. La trajectoire est pas ouf, mais il a quand même de la force. Il en fait quelques-unes comme ça. Et en fin de compte, son combo il dure 20 secondes. Pendant 20 secondes, il est en front lever, il essaye de faire quelques pull-ups. Et je me dis putain, mais attends, mais c'est costaud. C'est-à-dire qu'en vrai, il avait bien 30 secondes de front lever il y a 18 ans. C'est sûr. Et cette vidéo, franchement, elle est mythique parce que c'est la plus vieille. Enfin, oui, c'est entre guillemets, il y a la plus vieille qu'on peut voir sur YouTube parce que la plus vieille, du coup, je pense que c'est celle de 1936. Même si moi, j'ai pas trouvé la vidéo, j'ai juste trouvé la photo. Mais la vidéo a été retransmise sur une autre vidéo qui parle de front lever sur YouTube. J'ai pu voir la vidéo. Après, peut-être qu'elle a été refaite avec l'IA, mais non, en vrai, je pense pas. Et du coup, Marcus Bondy qui nous fait un sacré numéro là en front et qui est trop fort en 2007. Voilà, en 2007, en fait, il nous met tous à l'amende. En fait, c'est incroyable. Et je me dis, ça devait être un des seuls quand même dans le monde à avoir ce niveau-là en front, quoi. Vraiment. Voilà. Donc moi, quand j'ai commencé en 2013, il y avait beaucoup plus de vidéos déjà. Il y avait bien sûr la vidéo d'Animal Forking que j'ai vue. Puis après, il y avait des vidéos de 2010, 2011, 2012, puis 2013. Même, il commençait à y avoir des compétitions de street workout, de calisthénie. Donc, il commençait à avoir des front levers en compétition, etc. Donc, c'était pas une révolution en 2013. Même si le niveau n'était pas celui que vous connaissez aujourd'hui. Alors là, je parle surtout aux gens qui suivent vraiment la calisthénie, qui suivent vraiment les compétitions, les athlètes de haut niveau. Le SAT n'existait pas. Même le touch n'existait pas. Alors il y en a sûrement qui en faisaient, mais c'était pas du tout démocratisé. Moi, j'en avais jamais vu. Et je ne vois pas de vidéo avant 2013 avec des touch. Même avec les front lever pull-up touch, je n'en vois pas. Même des beaux one-arm front lever. Bon, il y en avait, mais ils n'étaient pas beaux. Mais des beaux one-arm front lever, il n'y en avait pas. Des wide front touch, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça. Déjà, c'était le front lever. Ok. Puis, bien sûr, quelques front lever pull-ups, mais qui montaient à peine. Des front lever raises, ça, il y en avait quand même pas mal. Et c'est tout, en fait. C'était que ça, le front lever. Il n'y avait pas toute cette. Je cherche mes mots. Il n'y avait pas, je vais utiliser un mot simple, truc. Il n'y avait pas tout ce truc autour du front lever que maintenant. Maintenant, tu débloques ton front lever, tu vois les front lever pull-ups, les front lever raise. Oh putain, je peux faire des combos. Je peux faire des touch raise, tout machin. Tu peux faire plein de trucs.
À l'époque, on n'avait pas cette conscience-là en fait. Parce qu'il y avait très peu de choses. Et moi, pour vous parler un petit peu de mes rêves de l'époque, donc quand j'ai commencé en 2013, puis en 2014, mes premières compétitions avec justement en 2014 mon premier vrai front lever, même si voilà, moi j'ai mis des mois à le débloquer. Pourquoi? Parce que je comprenais rien. Et comme la plupart, comme 99% des pratiquants qui galèrent sur le front lever, je n'avais pas de méthode d'entraînement. Je faisais des exercices un petit peu au feeling. Donc au début tu progresses un peu parce que tout peut te faire progresser. Mais il y a un moment, ton front lever tu le débloques pas. Alors sauf si tu as une super génétique, tu fais 50 kilos et puis tu es déjà costaud, tu es fort en traction, tu fais de l'escalade. Oui, tu peux vite débloquer ton front lever, c'est ça. Mais la majorité des gens, on n'est pas comme ça. On est des gens normaux et on n'est pas super fort en traction de base. Voilà. Donc ça met du temps. Ça met du temps. Mais je vais vous parler de mes 3 grosses rêves vraiment de l'époque. Alors c'est 3 athlètes qui sont assez connus quand même. Peut-être d'autres plus que d'autres. Le premier, c'est Nick Anisimov. Alors Nick, c'est incroyable parce que voilà, moi je regardais ses vidéos en 2013, 2014. C'était un top monde, hein, franchement. Même en 2014-2015, il commençait à faire les premières one-arm planches. Il avait des one-arm front lever qui seraient vraiment jugés comme no rep aujourd'hui. Mais à l'époque, on disait que c'était un truc de ouf. Ses front lever pull-ups qui étaient plutôt pas mal pour l'époque. Aujourd'hui, on dirait, ouais, non, c'est nul. Mais c'est vrai que pour l'époque, il était quand même très très fort, que ce soit en front lever et en planche, mais en front lever surtout, il était beaucoup reconnu pour ça. Alors j'ai regardé un petit peu ses vidéos hier, je me disais putain, qu'est-ce qu'il avait du coup? Il avait quand même 3 front lever pull-ups validés, je dirais vraiment validés, donc qui montent bien haut, et c'était déjà ouf à l'époque, c'était déjà ouf, voilà. Mais il n'avait pas de front lever touch, le front lever touch qui est venu bien après d'ailleurs. Donc lui c'était surtout faire des front lever, bouger sur la barre en front lever, c'est-à-dire que tu te mets sur une barre, tu es en front lever et tu vas de droite à gauche, ou tu commences tout à gauche de la barre et tu vas tout à droite, par exemple. Se déplacer comme ça en front lever, un truc qu'on voit plus tout maintenant, mais qu'avant on voyait beaucoup. En fait, c'était ça qu'on faisait en front lever, c'était on bougeait comme ça, ou on faisait glisser ses mains sur la barre pour prendre d'une prise très serrée à un petit peu plus large. Voilà, mais ça faut avoir les mains qui glissent. Donc Nick Anisimov, très très fort, j'ai vu qu'il a repris dernièrement d'ailleurs. Maintenant il fait des vidéos sur le street où il réagit à des compétitions et tout. Il a même réagi à ma compète, la Swag Cup que j'ai organisée, la Swag Cup 3, il a réagi. Alors pour moi je suis très très fier, hein, parce que j'ai commencé ce sport, peut-être pas grâce à lui, mais c'était une énorme rêve pour moi. Il m'a motivé à faire mes premiers front lever, mes premières planches, et que plus de 10 ans après, en fait il commente ma compétition sur YouTube. Je suis comme un dingue, putain. Je me dis c'est ouf. C'est ouf. Donc ça c'était ma première ref. Donc Nick, je sais plus comment, Nikita Anisimov là, qui nous vient, je crois, des pays de l'Est, peut-être de Russie. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Russie. Sinon ma deuxième ref, et celui-là, je le connais bien. C'est un athlète international. Hein, il était très connu à l'époque. Maintenant vous le connaissez plus trop. Moi je le connais déjà depuis 2014. C'est cet athlète. J'ai déjà dormi chez lui avec son chien. C'est Sergio Ordonez. Sergio Ordonez qui est espagnol, qui a commencé le street en 2011-2012. Il a été champion d'Espagne. Il a représenté l'Espagne au championnat du monde, à la Coupe du Monde. Il a même été, je crois, juge de la SCOB il y a 3-4 ans, même s'il n'est pas très bon en juge. Enfin bref, voilà. Donc c'est un très bon athlète. Maintenant qui a pu l'ambition d'être le meilleur, etc. Je pense que voilà, il se fait kiffer, il s'entraîne toujours sans vouloir être top monde. Il est complet. Il est aussi bon en front qu'en planche, même si c'était son point faible la planche. Maintenant il a quand même bien rattrapé. Front lever il a plus trop progressé on va dire, mais il a quand même un très bon niveau. Sinon il fait quand même beaucoup d'agilité. Voilà. Et il est coach de calisthénie dans une salle maintenant aussi à côté de Valencia en Espagne, parce que j'étais allé le voir il y a quelques années. Et on s'est entraîné ensemble. Et je me rappelle le soir quand il me dit tu dors où? Je suis en mode je sais pas. Bah viens dormir à la maison. Et bref, on a dormi à la maison. On a joué à je crois qu'on avait joué à Dragon Ball Z Budokai, je sais pas quoi, sur sa Xbox ou sur sa PlayStation 3. Enfin bref, c'est un super mec. Et lui il était trop fort en front lever, je sais plus ce qu'il avait, mais il avait quand même pas mal de pull-up. Alors à l'époque les pull-up, les mecs c'était pas en full grip. On faisait pas de full grip en front lever. Ça c'est venu après. D'ailleurs il y a cette grande croyance, mais je vais en parler après, qui fait que si on prend un full grip c'est plus facile pour front lever. Non, c'est plus dur.
Voilà, je vous le dis direct, voilà, je casse cette croyance. Pourquoi? Parce que vous êtes plus proche de la barre. Plus vous êtes proche de la barre, plus c'est dur. Ok? Plus la longueur de vos bras est grande, plus c'est facile. C'est pour ça que là j'étais tombé sur un mec qui avait fait le record du monde de front lever, je crois que c'était en 2015. Mais en fait, il le fait sur un doigt. Je me dis, oh putain, trop dur sur un doigt. Oui, mais du coup, vu qu'il est sur un doigt, il est encore plus loin. Du coup, c'est encore plus facile. Ok? Donc voilà, Sergio qui était très très fort en front lever, très bonne endurance. Et un front lever, je pense qu'il pouvait te le tenir 30 secondes easy, quoi. Voilà. Et ma troisième ref, les mecs. Ma troisième ref. Il est français. Et oui. Il est français, il s'appelle Axel. Axel André, plus connu sous le nom de Lexa Steel. Il nous vient de région parisienne. Il a fait le FIBO en 2015 avec moi. Voilà, on a fait la même compétition en 2015. Moi, c'était voilà, dans mes premières compétitions, grosse compétition. Et lui, voilà, il était quand même très reconnu pour son front lever. Et encore maintenant, les anciens le connaissent très bien. Je pense que vous demandez à Ilyes, Onizuka, etc. Je pense qu'ils connaissent très très bien Axel André. Gros big up à lui. Je pense qu'il ne s'entraîne plus, mais il y a eu quand même des vidéos sur son Insta jusqu'à peut-être 2021, 2022 ou 2023 peut-être. Et après, plus de nouvelles. Et il a eu le record du monde de front lever. Il l'a eu à un moment, je crois que c'était en 2018 avec une trentaine de secondes. Si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Je sais plus combien exactement, mais une trentaine de secondes. Mais vraiment, ah non, je dis n'importe quoi. 53 secondes. 53 secondes les mecs de front lever en 2018, record du monde. Et quand je dis 53 secondes de front lever, bras ultra tendus. C'est pas vos front lever avec je plie à moitié, je dis vous mais je suis pareil. 53 secondes de front lever en 2018, donc il y a 7 ans. Bras ultra tendus comme t'as jamais vu des bras tendus. Ok. Voilà. Faut vous rendre compte du truc de ouf, ok. Et voilà, en fait, c'est qu'il était très très fort, bras tendu, Axel, et moins bras pliés. Je vous ai dit, c'était pas forcément la mode des front lever pull-ups, des touch, etc. Même s'il a fait un petit peu de touch, quoi, mais c'était pas trop ça, quoi. C'était pas, nous on faisait surtout du front, quoi. Et ensuite, il y a eu les front lever pull-ups. D'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo de lui, je crois que c'est en 2018 aussi, où il fait 18 front lever pull-ups en no falls. Certes, pas touch, mais très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on a commencé, de 2013 à 2018-2019, je pense que les front lever pull-ups, c'était du no falls. Voilà, donc prise normale. Et il fallait pas toucher la barre. Juste, on montait à moitié. En fait, du moment que l'épaule allait plus haut que ton coude, c'était validé. Et c'est quand même fort, hein. Il en avait quand même 18 comme ça, les mecs. 18. Et c'est ouf, parce que quand tu vois cette vidéo-là, à la vitesse où il monte, on dirait Ilyes ou Onizuka maintenant, quoi. Très très fort. Sinon, il avait quand même des... Ça, c'est incroyable. Il avait quand même un one arm front lever raise. Ça, c'est très très fort. Ça doit déglinguer l'épaule. Mais sinon, il n'avait pas, vous voyez, les grosses figures connues de maintenant, mais qui n'étaient pas connues à l'époque. Comme les SAT, les white touch, tout machin, etc. Quoi. Voilà. Il n'était pas non plus très fort en victo, mais il avait quand même une bonne victo. Mais c'était pas c'était pas les victos de Ilyes, de Flolit, de Onizuka, de Mani, de Marianito, etc. C'était pas ça. Et d'ailleurs, trop drôle parce que j'ai retrouvé une vidéo de 2015 sur mon disque dur. Du coup, j'ai tout retrouvé sur mon disque dur. Et j'ai une vidéo de 2015 avec Axel, justement, où je fais un petit combo et où on fait une victo et après on se met en straddle planche. Et elle est mythique, cette vidéo. Incroyable. En 2015, lors d'un rasso en région parisienne où il y a des grands noms du street qui étaient là ce jour-là. Mais à l'époque, on se connaissait à peine. On s'est juste vu quelques fois, comme Dawei Sama, comme Baki. Il y a Baki, j'ai vu la photo, il y a Baki dessus. Ah, je suis mort. Et sûrement et d'autres personnes comme ça. Là, j'ai pas la photo sous les yeux, donc je peux pas vous dire. Mais c'est incroyable, incroyable. Donc voilà, mes trois refs. Vous pouvez aller voir leurs vidéos. Nick Anisimov, Sergio Ordonez et Axel André. Non, notez plutôt Lexa Steel. Donc Lexa pour Axel à l'envers. Lexa Steel comme l'acier, S-T-E-E-L. Lexa Steel, vous regardez ces vidéos et vous commentez, vous dites ouais, je viens de la part de Matt Brez, c'est incroyable.
Même si je sais pas s'il se souvient de moi. Si, en vrai, je pense qu'il se souvient de moi. Parce qu'on s'est vu quand même beaucoup de fois dans beaucoup de compétitions, d'événements, etc. Enfin, bref. Voilà. Je bois un coup. Je viens de me rendre compte que ça fait 30 minutes que je parle de front lever, les gars. Je suis désolé, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais je suis passionné. Je suis comme un ouf là. Faudrait que je fous la face en vidéo un jour cette vidéo là. Justement en invitant ces gens là pour parler, etc. Bref, ça pourrait être un truc de ouf. Donc comme je vous ai dit à l'époque, il n'y avait pas forcément de front lever pull-ups, mais un truc qu'on faisait, et parce que je suis retombé sur une vidéo sur mon disque dur, je faisais ça en 2014, ouais 2014, je faisais ça dans mon grenier avec mon frère où on s'entraînait sur les anneaux. On s'entraînait beaucoup sur les anneaux à l'époque, on n'avait pas forcément de barres de traction, ou alors elles étaient pas ouf. Et en fait on faisait pas des front lever pull-ups, mais on faisait beaucoup de front lever to muscle up. Et j'ai regardé dans les vidéos de Nick, il faisait pas mal ça aussi. Et en fait dans pas mal de vidéos de l'époque, on faisait pas des front lever pull-ups, mais des front lever muscle up en fait. Donc tu es en front lever, tu montes en muscle up, donc muscle up classique, et tu retournes en front lever. Donc c'était bien plus facile que des front lever pull-ups, mais je trouve que c'est une très bonne base à avoir finalement. C'est une très bonne base que maintenant les débutants, les intermédiaires oublient complètement en fait. Et c'est un truc qui renforce pas mal. Au lieu de vous obstiner à faire des tuck front lever pull-ups, faites des front lever et vous montez en muscle up sur la barre ou sur anneau, vous retournez en front lever, muscle up, front lever, muscle up. Et vous savez quoi, j'ai trop envie de refaire une vidéo où je fais ça. Oh, faut que j'y pense ce soir à la salle, parce que là je vais aller m'entraîner après l'épisode. Ah putain, faut que j'y pense. Allez, je prends juste en photo du coup ce truc là, je me l'enregistre. Faut que je pense du coup à faire cette vidéo ce soir. Ouais, voilà, j'ai fait une petite vidéo de moi en train de le dire, comme ça je vais y penser. Et comme ça je pourrais mettre sur Insta en story, comme ça vous allez comprendre si vous écoutez cet épisode de podcast, vous dire ah putain, Matt il a fait le front lever to muscle up. Donc très bonne base à avoir ça, faites-le. J'avoue, faites-le en fait. Voilà. Faites-le. Je vous ai dit aussi, c'était pas forcément la mode des Victo, etc. sur barre parallèle, mais il y a eu une mode à un moment, plus vers 2015, 2016, 2017, 2018. Encore maintenant, on en fait un peu, mais beaucoup moins. C'était la mode des Victo barres fixes. C'est-à-dire sur une barre de traction classique, tu faisais ton petit truc d'agilité où tu faisais tes muscle up, et tu te mets sur les avant-bras, et là tu fais une Victo sous la barre, c'est limite tu touches la barre. En fait c'était les prémices en fait du SAT en fait, mais on le savait pas. Nous on pensait que c'était la figure finale, on n'avait pas compris qu'il y avait le straight arm touch derrière, le touch bras tendu en fait. Parce que nous on faisait, en fait c'était un SAT avant-bras en fait, qui était plus nommé Victo bar. Voilà. Parce que du coup, on n'avait pas les bras écartés, mais les bras plutôt serrés le long du corps. Et ça, c'est ouf. Et c'est vrai qu'on on le voit beaucoup moins. Parce qu'en vrai, en compète, c'est pas ouf non plus. Mais why not? Why not? Voilà. Pour parler un peu des compétitions, enfin du front en compétition, de 2013, enfin depuis que j'ai commencé, du coup, de 2013 jusqu'à, pour pas dire de conneries, 2020, 2021, voire 2022, le front lever en compétition, ça n'a jamais été du très haut niveau. Si vous regardez bien les finales de la SWAB, Desert Battle, Battle of the Bar, King of the Bar, enfin le FIBO, tout ça, le niveau en front lever, c'est un front ou 2-3 front lever pull-ups, un petit touch de 3 secondes et c'est tout. Il n'y a pas de wide, il n'y a pas de SAT, il n'y a pas de gros combo front. Déjà, il y a 2 explications. La première explication, c'est que dans ces compétitions-là, qui sont des compétitions freestyle, où on mêle la force et l'agilité, c'est quoi? C'est que du tirage. Quand tu fais des 360, des 720, des gangers, des machins, des shrimp flip, machin, c'est du tirage. Donc quand tu arrives en haut de la barre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une planche. Parce que tu as fait que du tirage. Donc tu as encore de la force en poussée, en planche. Mais après, pour continuer sur du front, les gars, c'est ultra dur. C'est ultra dur. Parce que tu as fait du tirage pendant 30 secondes sur la barre, va faire un touch après ça, c'est très dur. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu beaucoup de haut niveau en fait. Jusqu'à aujourd'hui où tu vois, à la SWAB, on a commencé à avoir des Ilyes, des Mani, etc. qui sont venus et qui faisaient pas d'agilité. Donc si tu veux, ils avaient... et puis ils étaient vraiment spécialisés aussi sur le front, surtout à l'époque. Donc en fait, ils ont tout raflé. Et là, ils ont montré un niveau qui était juste 100 fois plus dur que le niveau actuel. Voilà. Et maintenant, c'est pour ça qu'on voit des Tony Gast, des Gusta, enfin des mecs comme ça, rajouter quand même un petit peu plus de front lever.
notamment en début de combo, comme ça t'es pas trop crevé et tu fais des 3 to touch. Bah, maintenant ça commence à progresser, mais c'est super lent comparé à la planche. La planche, ça fait déjà 10 ans que les mecs font des maltaises sur barre. Et maintenant encore aujourd'hui. Le front lever, c'est lent quoi. C'est lent. Mais parce qu'il y a cette agilité là qui nous fatigue déjà en fait au niveau du tirage. Donc c'est très compliqué. Même si maintenant il y a beaucoup plus du coup de front lever en compétition. Alors là je parle vraiment des compétitions freestyle. C'est vrai que maintenant dans les compétitions statiques, bon bah là tu vois le haut niveau front avec des supissats à la Onizuka, des 20 sat pull-up de Mani, des trucs comme ça quoi. Alors désolé hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore le front lever et qui comprennent pas tout ce que je dis. Passez au prochain chapitre, comment débloquer le front lever. Regardez plein de vidéos. Attendez quelques mois et revenez sur le... non, écoutez tout quand même. Mais vous pouvez revenir sur... Vous pourriez du coup revenir sur le... Non, vous pourrez, pas vous pourriez. Vous pourrez revenir plus tard sur cet épisode et vous allez peut-être comprendre tout ce que je dis. Voilà. Et sinon, pour parler de cette folle évolution sur les 10 dernières années, surtout en France, hein, parce que je ne vais pas commencer à aller à l'international, vous allez me dire « Ah mais Matt, t'as pas parlé de ce Chilien ou en fait de ce Népalais qui est trop fort en front, en fait t'as pas parlé... » Oui, parce qu'en fait je connais pas tout non plus les mecs, mais en France je connais beaucoup. Okay, donc en 2015, c'est là où on a commencé je pense à avoir les premiers touch, les premiers front lever pull-ups qui étaient quand même bien costauds, mais ça mettait du temps quand même. Je pense que justement de 2015 à 2018, un des plus forts en front lever en France, c'était quand même Sangwan. Il faut le dire, il était très fort. Les premiers one-arm front lever en France, même si oui, il y en avait sûrement d'autres. Celui qui l'a vraiment démocratisé en compétition sur les vidéos, etc., c'était quand même Sango. Les Victo Bar, moi je me rappelle de Sango faire ça, beaucoup de front, quoi. Et je pense qu'en 2018, c'était là où c'était Sango qui faisait la diff, quoi. Et il a apporté quand même justement beaucoup de variantes au front lever. Voilà. En 2020, enfin dans les années 2019, 2020, 2021, donc vous savez toute cette période un petit peu Covid où énormément de pratiquants ont commencé ce sport-là. C'est là où on a pu voir du coup que moi j'appelle du coup la nouvelle génération, mais qui n'est plus la nouvelle génération. C'est les entre guillemets OTZ maintenant NS, c'est les Ilyes et les Onizuka qui ont rendu en fait le front super cool en vrai. Déjà Sango je pense l'avait rendu cool. Mais Ilyes et Onizuka l'ont rendu encore plus cool. Parce qu'ils sont allés taper très fort dans le niveau. Avec des 10 front lever pull-up to touch. Qui est maintenant une norme, hein, j'ai l'impression. Avant c'était du 10 pull-up to touch. Onizuka qui commençait à faire ses premières Victo Cross sur Anno. Des bons wide, des bons one arm front lever. Là ça commençait à être vraiment cool. Et là on commençait à se dire mais au final il n'y a pas que la planche en fait dans le street. Il n'y a pas que la planche. Le front lever, ça peut être cool aussi. Et pour moi, ils l'ont rendu super cool. Pourquoi ? Parce qu'ils ont augmenté le niveau, mais de zinzin. Ils ont vraiment passé un step en termes de niveau. On est passé à oui, on fait quelques front lever pull-ups. Ah bah tiens, on va faire 30 front lever pull-ups par exemple. Mais non, c'est impossible. J'ai même pas 30 tractions. Ryan, j'ai même pas 30 tractions. Tu fais 30 front lever pull-ups. Il est où le... Oui, il y a un bug dans la matrice. C'est eux le bug dans la matrice. Voilà. Mais ils ont prouvé que c'était possible. Alors là j'ai parlé de Ilyes au Onizuka, il y en a une autre, il y en a eu d'autres. Hein. Moi je pense justement à Xed qui était à Rennes, qui était super fort, ultra fort. Vous pouvez encore voir ses vidéos sur YouTube, peut-être sur Insta. Xed était, enfin moi je me suis entraîné quand même pas mal de fois avec lui. Il avait un niveau monstrueux. Et du coup tous ces mecs là en fait ont popularisé un petit peu le front lever, l'ont rendu super cool et l'ont rendu cool à l'international en fait. Parce que nous les Français, je suis désolé de le dire, mais le mec qui parle comme un politicien. Nous les Français, on en est quand même pour quelque chose. Attends, je la refais. Nous les Français, on en est... Putain, c'est trop dur. On en est quand même pour quelque chose. Ce front lever qui est devenu cool, qui est devenu fort, les Français, je me mets pas forcément dedans, même si j'avoue que je me démerde bien. Voilà. 8 front lever pull-ups no falls. En touch, hein. Donc plutôt cool, j'ai des bonnes victos, je suis bon
Même si j'ai pas toutes les variantes SAT, etc. Parce que je les entraîne pas. Voilà, parce qu'en ce moment je m'en branle, mais peut-être que j'irai là-dessus plus tard. Voilà, je me considère comme plutôt bien. Mais moi, mon niveau, vous allez dans d'autres pays, c'est le top niveau, les mecs. En France, moi, mon niveau, c'est le niveau front lever normal compète. On est vraiment fort en France, les mecs. On est vraiment fort. France. C'est un mélange entre force et France. On est vraiment fort, les mecs. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont rendu super cool. Et maintenant, en 2025, on a la new gen avec des mecs qui sont ultra forts en front. Hein. C'est des Hugo TZ, c'est des Agustin Yepes, c'est des Robin. Bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais voilà, pour en citer 3, bah, c'est eux. Voilà. Et encore, il y en a plein d'autres. Sur Toulouse, il y a Théo. Enfin, en fait, dans n'importe quelle ville, tu vois des mecs qui sont monstrueux, en fait. Monstrueux. Et tout ça, c'est made in France, les mecs. On est trop fort. Ah oui, il y a les Chiliens qui sont trop forts. Maintenant, il y a des Espagnols qui sont trop forts. Ok. Mais on a quand même Ilyes et Onizuka, quoi, qui ont pour moi les 2 meilleurs one en front du monde. Oui, vous allez peut-être me dire, ah non, lui c'est mieux. Oui, peut-être. Peut-être que j'en fais trop, j'en sais rien. Parce que je suis un vieux réac qui dit que les Français c'est les meilleurs. Mais parce que c'est vrai. On est les meilleurs. Okay. Pour finir ce chapitre, les mecs, on va parler un petit peu des records du monde. Comme je vous ai dit, c'était un Français, donc Axel, Lexasteel sur les réseaux, qui détenait le record du monde de front lever, donc hold, isométrique, il ne bougeait pas, pendant 53 secondes quand même, en 2018. Ce record a été battu, alors je sais pas en quelle année, mais quelques années après, par Michal Urbanic. C'est un mec des pays de l'Est, qui est très fort du coup en tirage. Je crois qu'il fait que du tirage limite. Il fait même des grosses tractions lestées, etc. Et lui, il a fait 62 secondes. Voilà. En vidéo aussi. Et sinon, à ce qui paraît, le record a été battu. Et peut-être que vous connaissez ce mec. C'est The Black Turbo. C'est un daron de plus de 50 ans. Un Renoir. Vous l'avez sûrement déjà vu. Je sais pas s'il est italien ou un truc comme ça. Il fait des front levers avec des pneus sur lui. Oui, il met des pneus de 30 kg sur le mec et il bouge pas. Incroyable. Et à ce qui paraît, mais j'ai pas vu la vidéo, donc c'est pour ça j'ai un doute. Il a fait 69 secondes de front lever et à ce qui paraît, il détient le record du monde, pas officiel, mais c'est lui qui a fait le front lever le plus long en restant propre, en restant vraiment horizontal. Mais il n'y a pas de vidéo, j'ai pas trouvé la vidéo. Certains en parlent, j'ai vu sur des blogs et tout, mais où est la vidéo en fait? Donc il a peut-être supprimé. Mais c'est vrai que ce mec-là est. Enfin, on dirait que ce mec-là, pareil, il y a un bug dans la matrice. C'est-à-dire que son dos, c'est un vérin de pelleteuse. Voilà. Il accumule énormément de charge et il bouge pas. C'est incroyable. Incroyable. Voilà pour ce premier chapitre sur l'histoire du front lever. C'est la première fois que que je reviens aussi, enfin que je vais aussi loin en fait dans le temps sur une figure de calisthénie, mais j'aimerais bien refaire ça pour les autres figures comme le handstand, le muscle up, la planche bien sûr, et peut-être d'autres figures tout simplement. Prochain chapitre, comment débloquer le front lever. Je suis désolé, ça fait déjà 48 minutes. On enchaîne. Alors, bien sûr, je vais parler des prérequis, les meilleurs exos, machin, etc. Déjà, j'ai envie de revenir sur 3 croyances que vous avez et qui me fait chier. J'en ai marre d'entendre ça, les mecs. J'en ai marre. En fait, tu penses que tu manques de force dans les abdos. Matt, j'ai pas le front, donc là, je suis en train de bosser les abdos. C'est sur la machine à abdos, la salle. Sinon, je fais du crunch. Je bosse un peu mes lombaires aussi. Des fois, ouais, je bosse mes lombaires. Parce qu'en fait, ça vient de là. C'est pour ça que j'ai pas mon front lever, Matt. C'est parce que j'ai pas assez d'abdos. Je vais te répondre en 3 lettres. Non. N-O-N, non. Ce n'est pas les abdos. Tu n'as pas encore assez de force au niveau du dos. C'est juste ça. Notamment du grand dorsal. Et bien sûr, tous les muscles du dos qui vont avec, qui rentrent activement en jeu. Bien sûr aussi les triceps, etc. Okay, on va pas rentrer en détail, on n'est pas là dans un cours de biomécanique. Parce que c'est chiant en fait. Donc non, c'est pas les abdos. Ok. Si tu arrives entre guillemets à faire un petit dragon flag, et que tu arrives à faire un dragon flag par exemple, c'est-à-dire que tu as les abdos pour faire un front. Tout simplement. Okay. Alors bien sûr qu'il peut manquer
de la force dans les abdos, mais c'est minime. Ok. Si tu développes ton dos, t'inquiète pas, tu vas débloquer aussi de la force dans les abdos en même temps, un gainage du corps en règle générale, et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, d'accord? Donc si tu penses que tu manques de... Hop, je coupe juste la clim, désolé. Si tu penses que tu manques de la force dans les abdos, tu te trompes, c'est dans le dos. Deuxième croyance, c'est tu penses que t'arrives pas à faire ton front lever parce que tu ne fais pas assez de traction. Ah mais Matt, parce que j'arrive pas à faire assez de traction en fait, donc c'est pour ça. Je pense que je devrais faire plus de traction pour débloquer le front. Ok, tu sais faire combien de traction? 10, 15, 20. Des fois on m'a dit 30. Hein. Matt, je suis à 30 tractions mais j'ai toujours pas le front. Oui, parce que c'est pas la même chose en fait. Matt, je comprends pas, j'ai marché pendant 6 heures mais j'arrive toujours pas à courir. Lol. Enfin, tu comprends un petit peu? C'est pas la même chose. On n'est pas... Ok, on est peut-être sur les mêmes groupes musculaires, mais on n'est pas dans les mêmes patterns de mouvement. Tout simplement. Ok, donc c'est pas en faisant des tractions que tu vas débloquer ton front lever. Et après oui, tu vas me sortir l'excuse de ouais mais lui il fait du 7 reps, il fait beaucoup de traction, il fait même des tractions lestées, il a débloqué son front. Oui, il a fait des années de traction, il a débloqué son front. Tu vas attendre des années pour débloquer ton front ou tu le veux maintenant? Enfin maintenant, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là c'est différent. Ok. Donc les tractions c'est pas encore assez spécifique. Ok. Donc c'est pas en faisant des tractions que tu vas débloquer ton front. Ok. Troisième croyance, la dernière, tu penses qu'il faut des années de travail pour débloquer ton front lever. Ouais Matt, j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que ce qui paraît ça va mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans à débloquer mon front lever. Non. Alors oui, si tu me dis Matt, j'ai encore zéro traction, j'arrive même pas à me suspendre à une barre et je fais 150 kg pour 1m60. Oui, c'est peut-être pas encore enfin il y a des steps avant. Perdre du poids, créer de la masse musculaire, créer un peu de force. Mais si, entre guillemets, comme tout pratiquant de calisthénie, tu arrives à faire un minimum 5 tractions, bah en fait, je vois pas pourquoi tu mettrais des années et des années pour débloquer un front lever. Ah si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que tu ne l'entraînes pas correctement. Ou parce que tu ne l'entraînes pas assez. Pas de façon régulière. Et on va y venir, justement. Alors, Matt, ok, mais c'est quoi les prérequis, du coup, pour avoir... pour commencer même l'apprentissage du front lever? Bon, je vais vraiment dire pour moi, parce que je vais prendre l'exemple de mes élèves, à partir de 10 à 15 tractions, tu peux commencer à bosser ton front lever. Et je dis ça, j'ai des élèves qui ont moins de 10 tractions et on démarre déjà du front lever, ils ont déjà un advanced tuck et des deadlifts inversés. Ok. Mais s'il faut mettre des chiffres, allez, 10 tractions, ton max c'est 10 tractions, c'est bon, vas-y, perds pas ton temps. Ok. Même si tu es à 5, 6, 7 tractions, tu peux déjà faire des deadlifts inversés, des tucks, des advanced tucks, ça se trouve, et ce genre de choses. Alors oui, tu pourras pas faire énormément de... En fait, c'est ça le truc, c'est si t'as pas assez de traction, du coup, t'as pas assez de force et tu peux pas faire énormément d'exercices à côté. Ok. Donc, faut qu'elle soit quand même sur acquérir de la force en traction. Et les tractions, pour moi, c'est quand même l'élément en fait à maîtriser pour la calisthénie en général, pour la vie en général. Faites des tractions. Faites des tractions toute votre vie, faites des tractions en fait. Moi j'en fais toute ma vie. Comme d'ailleurs John Gill. John Gill, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, le grimpeur en 1962 qui faisait du front lever. Et ben, je suis retombé sur des vidéos de lui il y a quelques années. Il a 80 ans et quelques là. Ou plus, je sais plus. Il fait des tractions en fait. Il fait des tractions. Voilà. Dans des spots de street workout ou des trucs de jeux pour enfants, hop, il fait ses petites tractions, il est content. Voilà. Donc ça c'est pour les prérequis. Et c'est tout. Ah mais Matt, faut pas faire des leg extensions ou des twist to bar. Non, oublie, ça sert à rien. Okay, oui, tu peux en faire si tu veux, mais ça fait pas partie des prérequis à avoir. Donc pour moi, les meilleurs exercices pour démarrer l'apprentissage du front lever, quand tu as ces 10 à 15 tractions, alors 15 tractions t'es large, hein. 15 tractions c'est mon niveau. Donc non, je pense que j'ai une vingtaine, mais 15 tractions c'est très bien hein, les mecs. Hein. Et les meufs. Hein. Parce que je sais qu'il y a des meufs aussi qui bossent le front lever et qui écoutent cet épisode. Pour moi, les 3 meilleurs exercices pour démarrer l'apprentissage, quand t'as même pas 10 tractions, hein, t'arrives aux 10 tractions, bah déjà c'est les tractions, continue à faire des tractions. Fais de l'advanced tuck front lever. Alors déjà essaye de bien maîtriser la tuck. Alors, tu verras que tu as la force pour la tuck, c'est juste de la technique, histoire de pas trop te balancer,
bien maîtriser la tuck, puis commence à déplier en advanced tuck. L'advanced tuck, c'est à partir du moment où tes jambes et ton corps sont à 90 degrés. Enfin, et le reste du corps à 90 degrés. Okay, donc c'est quand tes genoux dépassent la barre, entre guillemets. Okay, tu fais du hold comme ça, donc de façon isométrique en advanced tuck et tu essaies de tenir le plus longtemps possible. Déjà. Deuxième exercice, ce sont les deadlifts inversés, qui sont vraiment super. Et troisième exercice, pour continuer dans les tractions, des tractions lestées. Parce que je vous ai dit, priorité à avoir, c'est les tractions, parce que les tractions, c'est magique, c'est incroyable. Donc faites des tractions, mais lestez-vous, pour développer un petit peu plus de force. Alors il y a un moment, vous n'allez pas vous lester jusqu'à débloquer le front lever. Ouais, je me leste du coup à 40 kg, à 50 kg et je vais jusqu'où. Non, il y a un moment, quand tu arrives à faire des tractions à lester à 10, 20, 30 kg, c'est bon, tu n'as plus besoin de faire trop de tractions lestées. Ok, tu peux faire des exercices bien plus spécifiques au front lever. Sinon, pour enchaîner, je vais vous donner aussi pour moi les 3 meilleurs exercices pour progresser sur le front lever. Alors je vous ai dit, là je vous ai montré les 3 meilleurs exercices pour démarrer l'apprentissage. Mais pour continuer et progresser sur le front lever, je dirais le one leg front lever. Alors le one leg front lever, il y a plusieurs one leg. Il y a avec la jambe qui est en tuck, la jambe qui est en advanced tuck, la jambe qui est encore plus loin que l'advanced tuck, etc. On peut aller comme ça jusqu'au front lever finalement. Okay. Les one leg front lever raises. Après les deadlifts inversés, en fait, t'enchaînes sur des one leg front lever raises. Là pareil avec la jambe en tuck ou la jambe en advanced tuck. Puis pour continuer dans le tirage bras pliés, je dirais les L front lever pull-ups ou les advanced tuck front lever pull-ups. Alors c'est quoi la différence entre advanced tuck front lever pull-ups et L front lever pull-ups? Un L front lever, c'est quoi? C'est la position initiale d'un deadlift inversé. Tu vois, tu as ton dos qui est parallèle au sol et tes jambes qui vont vers le ciel. Ça forme un L, tout simplement. Okay, mais en front lever. Tu te mets dans cette position-là et tu tires. L'objectif, c'est de ramener le nombril à la barre. Alors qu'en advanced tuck, du coup, tu as les jambes pliées. Du coup, tu as du poids qui va un petit peu plus loin. Donc, c'est un petit peu plus dur. Okay, mais pour moi, ces 3 exos-là, c'est des exos que je fais et que je refais et que je refais et que je refais avec mes élèves et qui marchent du feu de Dieu. Alors oui, vous allez me dire, Matt, l'élastique dans tout ça. Oui, vous pouvez faire de l'élastique. Alors, ne faites pas des tucks à l'élastique. Ça, je vois pas l'intérêt. Faites du poids de corps. Mais pour avoir des variations dans votre entraînement, si c'est un peu lent aussi au niveau du one leg, ça fait 3 mois que vous faites des one leg, vous en avez marre, faites du front lever à l'élastique. Moi j'en fais aussi avec certains élèves, front lever à l'élastique, front lever raises à l'élastique, et pourquoi pas des pull-ups, même si j'en vois pas trop l'intérêt. Okay, donc voilà, il n'y a pas 1000 exercices les mecs. Okay, maintenant vous allez me poser une question, c'est ok mais Matt, combien de fois faut s'entraîner par semaine? Alors, en fonction de ton niveau actuel, bien sûr, ça va être de 2 à 4 fois par semaine. C'est-à-dire que moi, j'en fais 4 fois par semaine. Alors, je ne fais pas 4 fois par semaine que du front lever, mais du tirage. C'est-à-dire que je fais des front lever pull-ups, des front lever raises, du front lever touch. Je fais aussi de la Victorian. Donc, vous voyez, je touche quand même un petit peu à tout. Si vous entraînez vraiment, vous êtes sur les premiers exercices, c'est-à-dire advanced tuck, des lifts inversés, des tractions lestées, encore des tractions, pourquoi pas quelques tries de one leg. Sur du 2 fois par semaine, on est déjà pas mal. On est déjà très bien. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves qui démarrent du coup l'apprentissage du front lever. On est à 2 fois par semaine. Et à côté, on renforce les tractions. Peut-être qu'on fait du handstand, des handstand push-ups. On commence la planche, etc. Parce que oui, quand on travaille le front lever, souvent on travaille pas que le front lever. On travaille d'autres figures en calisthénie. Okay, quand vous commencez à avoir un front lever plutôt solide, des front lever raises, et par exemple des L front lever pull-ups, là on peut potentiellement passer à 3 fois par semaine. Okay, bien sûr, ça dépend aussi de votre volume par séance. Il ne doit pas non plus être énorme. À la fin de la séance, il ne faut pas être complètement cramé, les mecs. Ok, faut pas se dire ah putain il me faut une semaine de repos. Non. Normalement 48 heures de repos, c'est très bien pour redémarrer une séance de calisthénie ou de tirage du coup en front lever. Okay, quand tu arrives à un niveau où tu as déjà ton front lever, tu débloques tes premières front lever raises, tes front lever pull-ups, etc. Là, je pense que tu peux t'entraîner jusqu'à 4 fois par semaine si c'est bien construit, si ta programmation est bien construite. Si techniquement c'est bien ce que tu fais et si aussi tu as une bonne récupération. D'accord? Mais si tu sais pas du tout comment justement faire pour te créer ta programmation, pour savoir quel volume, quelle intensité mettre,
bah, écoute, tu peux toujours m'envoyer un petit message sur Instagram et puis on pourra voir ce qu'on peut faire. Ok, et même amener à travailler ensemble si vraiment tu as des problématiques un petit peu plus. Enfin, des problématiques que tu aimerais bien régler, quoi. Ok. Je vous avais dit, je vous avais promis que j'allais vous donner 3 exemples de séances. Alors bien sûr avec les exercices, l'ordre aussi des exercices, même si l'ordre des exercices ça peut bouger. Ok. C'est justement c'est un moyen aussi de faire en sorte que les séances ne sont pas toujours les mêmes. Bah, le dernier exercice, mettez-le en premier. Des fois, bouger un petit peu, ça peut vous faire du bien. Ok. Je vais pas vous donner exactement là le nombre de séries, le nombre de tensions, etc. Parce que ça, normalement, c'est du personnalisé. Tu vois, je peux pas te dire tu dois faire ça, ça, ça. Comme vous savez, depuis le début, que je fais du coup, que je propose du coaching, que je vous enseigne la calisthénie dans mes podcasts ou sur YouTube. Et ben en fait, je suis un peu contre tout ce qui est programme générique, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous donner un exemple de alors tu fais tant de séries pour tant de répétitions. Parce qu'en fait, tu vas te perdre là-dedans. Ok, tu vas peut-être pas t'entraîner à 100%, peut-être tu seras à 50% de ton intensité. Peut-être qu'au final, toi, tu récupères mieux qu'un autre, donc tu pourras faire beaucoup plus, etc. Ok, là, je vous donne juste 3 types de séances. Une séance débutant, intermédiaire, avancé, avec des exercices à faire, mais pas forcément le volume, etc. Ok, moi, par exemple, c'est ce que je fais en coaching quand j'accompagne mes athlètes, mes élèves, qui sont en voie d'être athlètes justement, et bah c'est ça qu'on va aller chercher, c'est quel volume tu es capable de faire. Mais ça c'est du ultra personnalisé, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont très nerveux, qui fonctionnent très haut nerveux, très en force, d'autres un peu moins, d'autres qui supportent bien le volume, d'autres moins, d'autres qui ont besoin de plus de temps de repos, d'autres moins, d'autres qui ont des douleurs au dos, d'autres qui n'ont pas de douleur au dos. C'est vraiment du personnalisé. Si vous, je sais pas, si vous avez une douleur au dos, vous avez un point faible sur quelque chose et vous dites ouais mais Matt il m'a dit de faire cette séance là, du coup je bombarde. Non, je préfère pas. Mais ce sont des exemples comme ça, vous pouvez créer vos propres séances. Ok. Pour la séance débutant, ce que vous pouvez faire, justement, je vais prendre un petit peu l'exemple de mon élève Yvan qui s'entraîne pour le front lever et on fait en début de séance du hold en advanced tuck front lever. Tout simplement. Et ensuite, deuxième exercice, on va sur des deadlifts inversés. Voilà. Et en troisième exercice que vous pouvez faire, si vous voulez rajouter un troisième exercice, ça peut être des tractions lestées justement. Alors, soit des tractions normales, puis après vous allez commencer à vous lester 5 kg, 10 kg pour arriver à 20 ou 30 par exemple. Ok. La séance intermédiaire, on va commencer à attaquer du coup le one leg front lever. Voilà. Du hold en one leg front lever avec la jambe en advanced tuck, bah ça, par exemple comme mon élève mon élève Kylian ou encore Sébastien qui font du one leg front lever avec la jambe en advanced tuck, suivi de one leg front lever raises avec la jambe en tuck et pour terminer des L front lever pull-ups. Okay. Et une troisième séance, une séance un peu plus avancée où là justement c'est quand tu commences à débloquer tes premières secondes de front lever, ça va justement dès le début de séance faire des tries de front lever, donc après un bon échauffement bien sûr, des tries de front lever. Donc même si tu tiens 1, 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, on fait des tries, ok, pour se mettre en condition réelle. Ensuite ça va être des one leg front lever raises avec la jambe en advanced tuck, qui est bien plus dur que la jambe en tuck. Et pour terminer, des advanced tuck front lever pull-ups. Bien sûr, ça peut bouger. Dans vos séances, ça peut bouger. Ah Matt, j'ai plutôt envie de travailler les pull-ups en début de séance. Et bah fais des advanced tuck front lever pull-ups en début de séance. Au lieu de faire des tries en front lever, j'ai envie de mettre un petit élastique bleu très léger pour tenir environ 5 secondes. Fais-le. D'accord ? Là, c'est pour vous guider un petit peu. C'est pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas besoin de 1000 exercices dans vos séances. Parce que des fois, j'analyse vos séances. Vous me les envoyez sur Insta, je suis en mode waouh, pourquoi tu fais tout ça ? Tu passes pas assez de temps par exercice pour que ton cerveau puisse vraiment créer les schémas nerveux en fait et t'adapter à un exercice. Ok ? Faites un minimum de volume. Faites pas juste une ou deux séries d'un exercice avant de passer à un autre. Ok ? Faites un petit peu plus de volume. Ok ? Donc voilà. Si vous voulez pas vous casser la tête à vous créer votre programmation pour le front lever, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Insta ou réserver un appel avec moi avec le lien qui est en description. Et on parle de tout ça. Je vous montre comment je fais avec mes élèves et peut-être qu'on sera amené du coup à travailler ensemble. Si vous êtes motivé et sérieux, bien sûr. Ça fait déjà 1h04 qu'on est en train d'enregistrer cet épisode de podcast. C'est bientôt terminé, vous inquiétez pas.
je voulais quand même raconter cette anecdote, même plusieurs anecdotes. Parce que, comme vous savez, ça fait 3 semaines que je suis à Bali là. Bon, mes journées se résument à faire du sport, manger, dormir et bosser. Voilà, parce qu'en ce moment je bosse beaucoup. Donc je vois un petit peu, des fois je fais des balades en scooter, je vais sur la plage, j'ai surfé, j'ai fait du tennis, on fait des fois du badminton. On fait certaines choses, on mange dans des restos, etc. On n'est pas encore allé dans le Bali sauvage, les rizières, les cascades, les chutes d'eau, etc. Même si on sera amené à le faire, mais pour l'instant c'est très boulot quoi. Et je vais vous raconter une anecdote qui va répondre à cette question: comment être meilleur que les autres. J'étais au beach club. Alors c'était pas pour faire la fête, c'était pour bosser. J'aime bien aller dans un beach club qui s'appelle le Café Del Mar à Canggu à Bali, qui est assez calme, surtout en début de journée, là vers 11h du mat jusqu'à 15-16h, c'est plutôt agréable. Bon, il fait un petit peu chaud, mais voilà, on prend un petit juice, on prend un peu à manger, même si la bouffe est pas ouf, mais le cadre est super bien, on peut se baigner un petit peu dans la piscine, à débordement vu sur l'océan. Voilà, la classique, j'ai envie de dire. Et puis j'aime bien bosser là-bas en fait, voilà, parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est assez aéré et c'est très joli. Voilà, c'est très très joli. Et on y était avec Lucas du coup, et on a le serveur du coup qui nous entend parler français et il nous apporte nos plats. Et quand il nous donne nos plats, je dis thank you et lui dit merci. En mode merci de me dire thank you, tu vois. Ah, merci. Il dit merci quoi. Il dit merci. Intéressant ça. Et il revient et je crois il dit un autre mot. Alors je sais plus comment ça s'est passé exactement, je crois. Mais on commence à discuter un petit peu. Et il me dit, je lui dis, tu parles un petit peu français, que je lui dis du coup en anglais. Do you speak French a little bit? Yes. Il me dit oui, en fait, j'apprends quand je vois des Français, j'essaie de parler un peu avec eux, etc. Ok. Et du coup, il nous dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre un mot? Alors, vous savez, déjà, le mec va voir les clients et dit, tu peux m'apprendre un mot en français? Il dit, bon, peut-être qu'il rigole un peu avec nous. On lui dit, par exemple, là, il fait chaud aujourd'hui. C'est un truc que tu peux dire aux clients, c'est, il fait chaud aujourd'hui. Tu sais, ça aborde un petit peu la discussion. Et quand t'es français et que t'entends un Indonésien qui dit il fait chaud en français, bah t'es content. T'es en mode putain, le mec s'est bougé le cul, quoi. C'est incroyable. Donc on lui apprend quelques mots comme ça. Et il prend note. C'est-à-dire qu'il sort son calepin, il fait hey, wait. Il sort son calepin, il note. Il y a sa collègue qui vient et qui le regarde avec des yeux en mode wow, putain, le mec il bosse. Et j'ai trouvé ça splendide justement. C'est-à-dire que le mec, c'est un Indonésien. Je sais pas d'où il vient exactement. J'aimerais bien le revoir là. Faudrait que j'y retourne et discuter un petit peu avec lui. Il sait qu'il a une situation où, en vrai, ça va. Il travaille quand même dans un très beau cadre, mais il fait quand même très chaud. Peut-être qu'il aime pas forcément ce qu'il fait, etc. Bref. Et il se dit, mais attends, mais si j'apprends le français, même si j'apprends l'allemand, parce que déjà il parle bien anglais, mais si en plus de ça j'apprends le français, etc. Mais en fait, il peut tout m'arriver après dans ma vie, en fait. De toute façon, mon supérieur, il va me dire attends, mais toi, je te mets manager parce que tu parles français. Peut-être qu'il va trouver un job avec des Français ici à Bali, ou pourquoi pas trouver un job en France. Et voilà comment être meilleur que les autres, en fait. C'est-à-dire que il se contente pas du job qu'il a ici à Bali en étant serveur. Il se dit mais attends, moi, je rêve de plus grand, en fait. Et je suis sûr que si j'apprends le français, je vais connecter avec des gens, avec des Français qui ont, je sais pas, potentiellement des entreprises ici, qui pourraient l'embaucher par exemple. Ou juste d'un point de vue, pour son supérieur, montrer qu'il sait parler en français et peut-être avoir des missions qui seraient un petit peu plus, qui seraient mieux payées pour lui. Donc vous voyez, il voit en fait il voit l'opportunité, comme nous on voit les opportunités, on les voit tout le temps. Mais il passe à l'action. Il passe à l'action sur son lieu de travail. Il sort son petit calepin. Il fait attends, apprends-moi des mots en français. Il fait ouais, je suis en train d'apprendre sur mon lieu de travail. Mais en fait, je l'ai regardé et j'avais envie de dire mais tu sais que toi tu vas réussir dans la vie. Tu vas réussir encore mieux que tous tes collègues ici. Parce que tu es le premier à faire ça en fait. Les autres, c'est les premiers à se poser, à pas trop parler aux clients, etc. Peur de les déranger. Toi, tu prends tes couilles, tu prends ton courage et tu vas sortir le mot que tu as appris la veille
aux Français que tu croises, ils sont étonnés. Tu engages une discussion, tu leur dis ouais voilà j'apprends le français, apprends-moi d'autres mots. Eux ils sont super investis. Ah ouais tu vas apprendre un mot, tiens ça. Tu connectes avec eux jusqu'au moment où tu commences à avoir une bonne base en français. Tu peux faire des petites discussions et vraiment connecter. Mais attends mais le mec a tout compris. Alors pourtant c'est classique hein. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Tout le monde sur son lieu de travail peut apprendre plus etc. Mais personne ne le fait. En fait c'est pas parce que c'est évident que tout le monde le fait. Au contraire. C'est tellement trop évident que personne ne le fait en fait. Et lui, il prend de l'avance sur tous ses collègues. Il prend de l'avance sur tout le monde. Parce qu'il se bouge le cul. Et c'est pas, il se bouge le cul en mode ah mais attends, apprendre le français en plus sur son lieu de travail, ça va être super dur. Non, c'est quelques minutes par jour. Et c'est le 1%, je vous en ai parlé dans un des derniers podcasts, c'est le 1% qu'il fait chaque jour qui va faire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il sera déjà à des plus gros pourcentages de plus que ses collègues. Parce qu'il a fait le 1% chaque jour. Il a appris tel mot. Il a connecté avec tel mec. Jusqu'au jour où il a une vraie discussion avec un mec. Le mec lui dit attends je prends ton contact. Un mec j'ai envie de, je sais pas, un Français, un entrepreneur qui veut ouvrir une affaire à Bali. Putain toi je te veux toi. Parce que la communication avec toi c'est l'impression que ça se fait bien. Et puis tu te bouges le cul plus que les autres, j'ai l'impression, parce que t'as ton calepin et puis t'apprends le français sur ton lieu de travail. Qui fait ça à part des fous de travail comme toi en fait? Qui fait ça à part des mecs qui saisissent l'opportunité comme toi? Putain, je te veux. Et je te jure, moi quand j'ai vu le mec, mais je me suis dit, moi je monte une affaire à Bali, je veux des mecs comme lui. Je veux des mecs comme lui. C'est sûr. Parce qu'il a fait le truc en plus, le petit détail. Il a pris ses baloches, il m'a parlé. Incroyable. Donc voilà comment être meilleur que les autres les mecs. Faites le 1%. Putain, j'en ai déjà parlé en plus dans un podcast, un dernier podcast là. Faites le 1% de plus chaque jour. Le petit 1% que personne ne fait, vous faites-le. Ça peut être ça pour le front lever par exemple. Prenons l'exemple du front lever. C'est putain, je comprends pas, j'arrive pas, pourtant je fais comme mon pote. Bah oui, mais ton pote il s'entraîne pas beaucoup. Toi justement, fais le 1% chaque jour. C'est-à-dire essaye de faire justement une répétition de plus. 2 secondes de tension en plus. Tu vois, tu rajoutes le 1%. Ce qui va faire qu'en fait, à la fin de l'année, c'est comme si tu t'étais entraîné 6 mois de plus en fait que ton pote. Donc tu vas débloquer ton front lever et lui il va pas débloquer son front lever. Ok. Donc ça s'applique sur tous les domaines de la vie. C'est un truc que j'applique pas assez, je pense. C'est un truc que j'applique pas assez. C'est sûr, on n'applique jamais assez, mais il faut y penser. Ok. Et ça, c'est ce qui fera vraiment la diff dans quelques années. Ah oui, sur le moment, c'est pas très gratifiant parce que tu dis oui, bah, j'ai appris un mot en français aujourd'hui. Ah ouais, c'est nul un mot en français. Ouais, mais un mot par jour. Dans 1 an. T'as appris presque 400 mots. 300 et quelques. 365. C'est énorme. C'est énorme les mecs. Donc gros respect à ce mec dont j'ai oublié son prénom, mais je vais retourner le voir. Parce que je pense que je vais aller au Café Delmar très bientôt là pour peut-être écrire le prochain épisode de podcast. Parce que c'est là-bas que j'écris les épisodes de podcast. Celui-là, j'ai eu l'idée là-bas. Et je vais reparler à ce mec. Et je vais lui apprendre encore quelques mots en français. Et puis je vais l'aider en fait, tout simplement, parce qu'il le mérite. Et sinon, deuxième petite anecdote. Enfin, j'en ai peut-être une troisième, mais ouais, la deuxième. Pourquoi faut passer vite à l'action? Souvent on dit faites vite les choses. Faites vite les choses. N'attendez pas. N'attendez pas de machin. Et je vous raconte une petite anecdote qui est plutôt drôle. Parce que je me suis retrouvé avec un rat mort dans mon lit quoi. Non, il était pas mort, il était pas dans mon lit, mais il était quand même dans ma chambre en face de moi à 3h du mat. Les gars, j'étais dans une guest house à Bali. Et bon, une guest house à moins de 15 € par nuit, enfin par jour là, mais c'était très bien pour moi. J'étais très content, même si des fois il y avait des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Moi je bossais toute la journée, j'arrivais à 23h, je prenais ma douche, je dormais et à 7-8h du mat, je repartais. Donc en fait je m'en fous d'être dans un endroit de luxe. Je louais mes bureaux, j'ai une putain de salle de sport avec une piscine et un resto dedans. Bon, je m'en fous d'avoir juste un lit en fait, tu vois, genre c'est très très bien. Il y a un soir, ça gratte. J'entends des trucs gratter. J'entends, je sais pas, comme des bruits de souris et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de trou dans les murs, il n'y a rien. Enfin,
Oui, les portes-fenêtres, elles ferment pas très bien. On dirait que c'est un peu ouvert vers l'extérieur. Mais en vrai, non, quand même. J'ai l'impression que c'est une petite souris, mais je me dis, c'est pas grand-chose. Et j'entends encore gratter un truc. Putain, je me lève, j'allume. Je regarde partout, je vois rien. Je vois rien du tout. Je me dis, mais c'est quoi ce bruit? J'ai l'impression vraiment que c'est à côté de moi, quoi. À côté du lit, juste en face du lit. Et ça dure, mais longtemps, en fait. Je pense de minuit à 2 heures du mat, je me réveille tout le temps. Je ferme à peine les yeux, en fait. À chaque fois que j'essaie de m'endormir, je entends le bruit qui est juste à côté de moi. C'est insupportable. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Et quand t'es dans le doute comme ça, t'aimes pas, tu restes éveillé. Jusqu'au moment. Alors je me lève plusieurs fois. Hein. J'allume tout, je regarde partout, il n'y a rien. Jusqu'à un moment, du coup, j'allume ma lampe torche, parce que j'entends gratter. J'allume ma lampe torche de mon téléphone. Je regarde pile en face de moi. Et là, en fait, il y avait comme une petite armoire en rotin. Alors, c'est pas une armoire, mais en fait, c'était comme une petite étagère avec une sorte de barre où tu peux mettre des cintres. Un petit peu en rotin, donc vous voyez un petit peu la matière un petit peu quoi. Et là je vois un rat, mais un rat de 15-20 cm hein, me regarder droit dans les yeux. Et là il bouge plus. Je vais ramène-toi là toi. Ramène-toi là, putain je vais me le faire. Oh je vais me le faire. Parce que là je suis en mode, je vais me le faire. Là tu veux que je fasse quoi? Que je le chope avec mes mains et que je l'étrangle? C'est dégueulasse, c'est horrible. Ah rien d'y penser, je trouve ça horrible. Et je lui balance un truc, j'ai rien autour de moi. Je dis, attends, je vais quand même pas l'exploser avec une chaussure. Enfin, si j'explose un rat, et s'il était quand même gros, si je l'explose comme ça, va nettoyer. C'est dégueulasse, je peux pas faire ça. Je dis, ok, je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte coulissante qui donne vers l'extérieur, vers la petite terrasse là. Et je vais essayer de le chasser par là en fait. Du coup, je me lève. J'essaye de pas faire non plus trop de gestes brusques pour pas qu'il panique et qu'il parte. J'ouvre la porte en grand. J'ai eu le temps d'allumer la lumière. Et je me rapproche de la petite étagère en rotin. Et là, je le vois, il commence à se cacher dans la petite étagère. Et en plus, moi, j'avais mis mes affaires sales. Donc, il y a mes caleçons pourris, mes chaussettes qui puent, il y a tout. Hein. Bon, ouais, c'est dégueulasse. Et lui, il se faufile comme ça. Putain, je crois qu'il s'est foutu dans mes calbars. Franchement, là, j'ai l'impression qu'il était dans mes affaires sales. Je dis, oh putain, toi, alors là, si je te vois sortir, je vais t'arracher en fait. Je vais t'arracher. Et du coup, là, j'ai un peu peur. Parce que je me dis, en fait, là, ça se trouve, je prends une chaussette, il est dedans, et puis il mord, et puis c'est. Enfin bref, horrible. Du coup, j'essaie d'enlever vêtement par vêtement. Une petite chaussette, un petit calbar, un petit t-shirt, un petit Marcel. Et j'enlève toutes mes affaires, une par une. Et putain, il a disparu. Je dis, attends. Il y a un truc qui va pas là. Le machin a complètement. Il s'est volatilisé. Et là, je comprends rien. Parce que j'avais fermé la porte aussi qui donnait vers la salle de bain. Et certes, il y a toujours un petit jeu, mais je me dis, putain, mais c'est vrai que les rats, ça passe quand même dans des trucs très sinueux, etc. Donc je me dis, putain, il est peut-être passé en fait. Et il n'y a pas de fenêtre qui donne vers l'extérieur, en salle de bain. Et là, je regarde en haut de la porte, et c'est vrai que au niveau du climatiseur, il y a un tuyau qui sort du mur. Et en fait, le tuyau, le trou dans lequel il passe le tuyau, c'est assez ouvert. Et je me dis, putain, mais en fait, je suis sûr, il vient de là, le rat. Il devait passer par là, descendre le long de la porte, passer dans le petit jeu qu'il y avait entre le mur et la porte. Et je sais pas, il se baladait, je sais pas pourquoi sur le truc du rotin, comme ça. Mais il faisait ses dents, ses griffes dessus. Ah, c'était horrible. Et du coup, j'en parle à Lucas. Je me dis, mais putain. Ça, quelques jours après, j'en parle à Lucas. Enfin, le lendemain, au bureau, j'en parle à Lucas. Je dis, mais en fait, un rat, ça monte pas sur les murs quand même. C'est pas possible. C'est pas Spider-Man. Il me dit, bah si, ça monte quand même partout, etc. Je me dis, ah putain, c'est vrai que un rat, ça peut vraiment monter partout. Je sais pas par quel moyen ça monte le long des murs. Mais je pense que ça le fait vraiment. Alors, j'ai même pas regardé j'aurais dû me mettre YouTube, sur YouTube, rat qui monte des murs. Pour regarder. Mais du coup, il m'est échappé des mains comme ça. Alors que je l'avais en visu. Donc je sais pas, il y a un moment, une petite seconde d'inattention, il a dû filer super vite. J'ai rien compris.
Du coup, oh putain, du coup, il y a un rat dans ma chambre. Je regarde l'heure, il est genre 2h30, 2h45, un truc comme ça. Je suis en mode, waouh, c'est chaud. C'est chaud parce que là, je vais avoir du mal à dormir en fait. Parce que dès que je vais entendre un bruit, je vais être là, putain, en fait, le rat, il va. En fait, j'ai pas envie que le rat soit dans mon lit et me grignote en fait l'oreille en pleine nuit en fait. Voilà. J'ai pas envie de ça. Ah, mais Matt, c'est ça la campagne, mon pote. Ouais, c'est pas les hôtels, machin. Non, mais les gars, c'est. En vrai, moi, je m'en fous un peu des bêtes. Je m'en fous un peu. Alors, il peut y avoir un lézard dans ma chambre, des trucs comme ça va. Mais là, un rat, les gars, je suis désolé. Un rat, une fouine, un truc comme ça. Non, ça, par contre, non. Je ne veux pas. J'en ai parlé à mon père, je pensais qu'il allait se foutre de ma gueule. En mode, ouais, c'est rien, c'est un petit rat. Même lui, il était en mode, ah, dégueulasse. Dégueulasse. Et là, du coup, faut passer vite à l'action. Est-ce que je vais subir encore toute la nuit? C'est-à-dire, dormir un œil ouvert. Me réveiller toutes les 15 minutes parce que j'entends un bruit. Est-ce que vraiment je vais subir cette nuit pour que le lendemain je puisse galérer au taf, je peux pas faire de sport parce que j'ai super mal dormi, ou alors je mets les moyens, je me casse et je vais dans un putain d'hôtel où tout est fermé. Voilà. Au début j'hésite, je me dis ah je suis pas une baltringue. Je suis pas une baltringue, c'est bon là je vais. Il y a un rat dans ma chambre, rien à foutre, je vais dormir. En vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver si je dors avec un rat, tu vois? Genre quand je me réveille le lendemain et s'il m'a rien fait, je suis en mode je suis le roi du monde. Ouais, moi je dors avec des rats, il se passe rien. Voilà. Mais j'ai fait ma petite couille. J'ai fait ma petite couille et du coup je me suis dit ok, Airbnb, bam, non Booking, je regarde les hôtels, ok il y en a un à côté, je prends mon scoot et je me casse de cette guest house à 3h du mat en fait. À 3h du mat je me casse. Et je vais dans un hôtel. Non monsieur c'est complet, vous pouvez pas. Ish. Alors là t'es un peu phasé, 3h du mat, t'as tous les gens qui sortent de soirée ou certains qui font encore la fête et tout, il y a plein de jeunes dans les rues, l'ambiance est trop bizarre, toi t'es à moitié fatigué, tu sais pas où aller, t'en as ras le cul, tu sais pas quoi faire, tu te dis mais en fait tu peux avoir des rats partout. Et là en fait je trouve une autre guest house mais qui est fermée, ça fait un peu en mode hôtel. Bon en fait c'est plus un hôtel qu'une guest house finalement. Bref on s'en fout, je joue sur les mots, c'est insupportable. Un hôtel avec ma grande chambre, salle de bain, etc. J'arrive là-bas, le mec il est adorable. Ah hello sir, yes no problem. Il me dit par contre c'est 800 000. 800 000 c'est un bon 40 balles. Je me dis oh putain toi tu rigoles pas. En liquide 800 000. Je passe une nuit là-bas. Et tout se passe bien. Le lit est incroyable. Le matin, je me réveille. C'est magnifique. Il y a la lumière qui rentre dans la chambre. C'est magnifique. Alors, tous les rideaux étaient fermés. Mais dans la salle de bain, qui était une salle de bain avec... la salle de bain et la chambre étaient séparées par une énorme vitre. Donc, tu voyais la salle de bain. Mais quand il fait nuit, il fait nuit. Mais en fait, dans la salle de bain, tu as une petite ouverture à côté de la douche, en fait. Et ça forme comme une rosace un petit peu. Ça laisse passer du coup un petit peu d'air et un petit peu de lumière. Et il y a comme une projection de lumière qui sort comme dans les vitraux, dans les vitraux d'une cathédrale, d'une église. Et en fait, ça fait de la couleur verte et rose et c'est magnifique. Je me réveille avec ça. Il n'y a pas un bruit parce qu'il n'y a pas de route à côté. Il n'y a pas un Indonésien qui passe le balai à 6h du mat. Parce qu'ils adorent passer le balai à 6h du mat. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. T'entends. Et je me réveille là-dedans. J'étais apaisé. C'était la paix. En fait, j'ai l'impression d'arriver au paradis. Je me suis dit, putain, c'est ouf. Dans ma chambre, il y a des vitraux en fait. Pour laisser passer la lumière. C'est magnifique. Et j'ouvre même pas les rideaux. Je vais vers la lumière. Puis en fait, c'était juste au-dessus de la douche. Donc ça, j'allume la douche. Je vois l'eau qui passe avec la lumière. C'était magnifique. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de vitraux en fait. Il n'y a pas de vitrail. Il n'y a pas de vitre. C'est juste que derrière cette ouverture, donc qui était vraiment en forme de rosace, derrière il y avait comme un rosier. Il y avait des fleurs roses avec un beau feuillage vert. Et c'est juste la lumière qui faisait ça. Qui reflétait en fait ce feuillage et ces fleurs roses dans la chambre à travers du coup cette rosace. C'était magnifique. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis passé... pourquoi il faut passer vite à l'action. J'ai pas perdu de temps. Je me suis cassé. J'ai pris mon scoot à 3h du mat. Et en fait, j'ai vécu cette expérience de
de réveil matinal magnifique. C'était magnifique. Et quand je me suis réveillé, du coup je suis allé voir le mec et je lui ai pas dit que j'allais revenir. J'avais laissé mes affaires de toute façon dans l'autre chambre, dans la guest house, parce que j'avais pas dit que je partais, quoi, parce que je suis parti en pleine nuit, donc il y avait personne. Et le soir, je reviens parce que j'avais passé en fait, j'avais réservé pour 2 nuits de plus avant qu'on aille dans notre villa où on est. J'avais réservé pour 2 nuits de plus sur Booking. Et quand je suis arrivé, il y avait le même mec qui m'a accueilli à 3h du mat, donc mon sauveur, qui était là. Il fait Hi Mathias, j'ai vu ta réservation, trop content que tu reviennes et tout. T'as passé une bonne nuit. Je fais mec, c'était incroyable. Ok, no problème. Je te fais voir ta chambre. Je fais non, c'est bon, maintenant je la connais. Une fois, c'est la même chambre et tout. J'arrive dans la chambre, il fait je reviens, je t'apporte quelque chose. Il revient avec un petit plateau. Il y avait une petite serviette fraîche qui sortait du frigo. Enfin bref, que tu peux te mettre sur la nuque ou sur la tête qui te rafraîchit un peu. Et un thé glacé. Il fait tiens, un petit thé glacé et tout. Et là, je bois le petit thé glacé. Et je vous mens pas, hein. Je vous ai fait une story d'ailleurs. C'était il y a plus d'une semaine. C'était le meilleur thé glacé de ma vie. Le meilleur thé glacé de ma vie. Je le bois, je fais putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et je retourne le voir après avoir fini. Je dis, mec, c'est quoi ce thé de malade? Je fais, vous le faites ou tu l'as acheté? Il fait, non, on le fait nous-mêmes. Je dis, putain, mais incroyable. Comme quoi, tu vois, j'avais un rat dans ma chambre 24 heures avant, et là, en fait, j'ai une putain d'expérience le lendemain, en fait. Et ils achètent comme des petits sachets de thé vert. Du coup, c'était du thé vert qui font bouillir. Ils rajoutent un petit peu de sucre, donc c'est un petit peu sucré quand même. Parce que le thé glacé, enfin, je trouve que c'est meilleur sucré. Le thé chaud, ça doit pas être sucré, enfin pour moi. Et ouais, on le fait comme ça et tout. Je fais, mais mec, franchement, c'est incroyable. C'est le meilleur thé glacé que j'ai jamais bu. Je suis ici demain matin, j'envoie un autre fait, tu demanderas à mes collègues. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, lui il était pas là, du coup j'ai demandé à ses collègues, ils m'en ont fait un, et puis j'ai fait, il est incroyable votre thé, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Donc voilà pourquoi il faut passer vite à l'action, les mecs. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, quand il y a quelque chose que vous ne supportez plus, cassez-vous, faites autre chose, passez vite à l'action pour changer ça en fait. Ok? Moi, il y avait un rat dans ma chambre, c'est comme si, je sais pas, que. En fait, ça reflète bien la vie. Dans la vie, il y a quelque chose que vous subissez, que vous aimez pas, mais vous subissez parce que bah faut rester en fait, parce que c'est dans les normes de la société. Tu vois? Ton job il te fait chier, ouais mais je reste parce que machin. T'as commencé une licence, je sais pas, en études sup qui te plaît pas, ouais mais faut rester parce que je me suis engagé, machin. Non, tu t'es pas engagé, tu t'es juste engagé envers toi-même, t'es pas obligé en fait. Si tu subis trop, casse-toi, fais autre chose, passe vite à l'action, fais vite autre chose. Ok? Ouais, j'aime pas trop mon corps en ce moment. Va vite à la salle de sport, change vite quelque chose. C'est maintenant qu'il faut changer. Ouais, je pense que là j'ai envie de me muscler un peu, je pense que je vais me mettre à la muscu bientôt. Non, maintenant, fais des pompes. Commence par ça. Ok? Passez vite à l'action. Et moi en fait, ce truc qui pourrait nous déranger dans la vie, qu'on ne veut plus supporter, et bah c'était le rat dans ma chambre en fait. C'était ce rat qui était dans ma chambre à 3h du mat. J'aurais pu subir toute la nuit avec toutes les conséquences qui vont avec. Le lendemain, grosse fatigue, mauvais à l'entraînement, mauvais au taf, j'aurais passé une sale journée. Là, je suis passé vite à l'action. Je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, je me casse, je trouve une solution. Parce que voilà, moi aussi, je m'étais engagé. Enfin, j'avais repris 10 nuits. J'avais repris 10 nuits dans cette guest house. Donc j'avais payé déjà plus de 100 balles. Et je me suis dit, c'est pas grave, je me casse. Je passe vite à l'action. Je vais quelque part d'autre et l'expérience était incroyable. Et ça m'a fait du bien, ça m'a redonné de l'énergie et j'ai pu bien travailler, bien faire du sport, je me sentais bien. Ok? Vous faites des choses qui vous font du bien en passant vite à l'action. Dès qu'il y a un truc que vous aimez pas, hop, on change, vite. Et même si on rate, c'est pas grave. On change vite, on subit pas. Ok? Donc voilà. Voilà pour les deux petites anecdotes. Bon, la troisième, c'est juste qu'en fait, comme vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Et voilà, par hasard, j'étais à la salle de sport à Bali et j'ai rencontré Victor qui écoute le podcast. Je l'ai rencontré dans ma salle de sport à Bali.
Voilà, en fait c'est Lucas qui parle avec lui et Lucas il vient me voir parce que moi j'étais en train de m'entraîner à côté, du coup enfin je parlais pas forcément quand je m'entraîne, je parle pas forcément, j'aime bien être concentré. Et Lucas il vient me voir, il me fait le mec là-bas il écoute ton podcast. Je fais pardon et du coup je suis allé voir et en fait on avait déjà discuté sur Instagram, du coup go big up à toi Victor qui est allé du coup jusqu'en Asie en vélo, de France en Asie en vélo, donc très très fort. Très très sportif et il fait aussi des sports de combat. Bref voilà, je voulais vous raconter ça parce que je trouve que le monde est petit et des fois je vous rencontre n'importe où. Je vous ai déjà rencontré à Paris par hasard, même des fois dans la rue à Rennes on m'a déjà arrêté en mode ah mais t'es Matt Brez, enfin bref ça me fait trop plaisir. Venez me voir quand vous me reconnaissez comme ça, venez me voir et dites-moi ouais j'écoute tes podcasts, comme ça on peut échanger là-dessus et je peux améliorer aussi le podcast, voilà. Et ça j'aime bien voir en fait des têtes derrière mes lectures sur Spotify ou sur YouTube. J'aime bien quand on me dit moi j'écoute. Ah putain j'aime bien mettre un visage. Comme ça là quand je parle j'ai l'impression de vous voir. Voilà. Et je trouve ça plutôt cool. Ok. On va passer à vos questions sur le front lever. Ça fait déjà 1h30. En fait on est pas mal. J'ai juste passé peut-être un petit peu de temps sur l'histoire du front lever, mais j'ai trouvé ça passionnant. Ah d'ailleurs, ouais, petite pour les gens qui écoutent aujourd'hui, en fin octobre ou début novembre 2025, j'avais réouvert 10 places dans mon accompagnement de coaching il y a une ou deux semaines là, il m'en reste plus que 7. J'ai de plus en plus de demandes, donc voilà, si vous voulez débloquer vos figures pour début 2026, comme je vous ai dit, il faut passer vite à l'action. Voilà. Si vous stagnez et vous dites non mais je vais y arriver tout seul et puis je vais y arriver. Ok, potentiellement, mais passez vite à l'action. Faites quelque chose que vous n'avez pas encore fait maintenant. Ok, si vous voulez acheter un programme, achetez un programme. Vous voulez vous faire coacher par moi, faites-vous coacher par moi. Vous voulez écouter tel épisode de podcast que vous n'avez pas encore écouté, écoutez-les maintenant. Ok, passez vite à l'action. Donc il me reste de la place. Donc si vous voulez vos figures pour début 2026 ou même été 2026, parce que voilà, si vous vous engagez sur de la planche ou du front et que vous êtes encore au début, il y a encore beaucoup de choses à faire et moi je peux vous aider du coup pour atteindre ces objectifs là. Voilà. On va passer à vos questions. J'ai 8 questions, donc j'imagine que j'ai déjà répondu à la plupart. Première question de Chris: quelles seraient la ou les bonnes méthodes pour se lester progressivement en front? Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de front lever lesté parce que je n'en fais pas, je connais pas beaucoup de monde qui le font et moi j'en vois pas forcément l'intérêt parce que moi je trouve que le front lever c'est une figure à comment dire, c'est une figure à part entière. Enfin je veux dire que t'as pas besoin de te lester. Après oui tu peux te lester, mais quelles sont les bonnes méthodes pour te lester progressivement? En fait la réponse est dans la question. Se lester progressivement, c'est ça. Donc soit tu te lestes aux chevilles ou soit au bassin, tu fais un petit peu comme tu veux. Tu commences par 2 kilos, 3, 4, 5, etc. etc. Voilà, franchement là c'est vrai que la réponse est dans la question. Mais moi je ne fais pas du front lever lesté parce que je n'ai pas d'objectif là-dessus. Très peu de personnes ont des objectifs là-dessus. Ça peut être cool, mais moi c'est pas mon objectif. Voilà. Une autre question de Chris, mais un autre Chris. Il y a beaucoup de Chris dans mes abonnés. Comment y arriver, STP, les étapes et tout? Bon du coup j'en ai parlé dans ce podcast. Question de Noé: que penses-tu de l'importance des tractions scapulaires en front tuck? Alors dans le cas où tu es entre guillemets en position protraction en front lever, là ça sera intéressant du coup de travailler justement ces tractions scapulaires du coup en front lever tuck. Dans le cas où tu es juste en neutre, t'as pas besoin d'aller plus loin si tu veux. On fait une rétraction scapulaire, le mouvement d'une rétraction scapulaire en front, mais il faut pas non plus être en position de grosse rétraction à un maximum comme on pourrait l'avoir en planche, okay, parce que ça va désactiver les grands dorsaux et en fait ça va être encore plus dur de tenir un front lever. Okay, donc il faut être en position neutre en fait. Mais oui, ça peut être intéressant pour regagner en force quand même au niveau des scapulas, mieux comprendre aussi comment fonctionnent du coup nos scapulas. Mais ce qui est super important, c'est surtout la dépression scapulaire, le fait d'avoir les épaules plus basses. Ok, donc déjà
pratiquer un petit peu quand même de rétraction scapulaire pour comprendre un petit peu mieux, et ensuite dépression scapulaire. Ok. Question de Max Calisthenics. Comment améliorer sa mobilité d'omoplate pour la rétraction scapulaire utile en front lever? Alors, c'est ce que je disais, la rétraction scapulaire, c'est vrai que moi aussi, pendant des années, j'ai dit, ouais, rétraction, rétraction, rétraction. Plus tu rétractes, moins t'es fort quand même, en fait, en front lever. Et plus tu rétractes, plus, entre guillemets, t'es proche de la barre et plus c'est plus dur. Alors, faut pas non plus être totalement relâché en protraction, mais il faut être en neutre. Ok. Donc t'as pas besoin d'avoir énormément de mobilité, clairement. Ok. Alors ça sera peut-être plus intéressant sur le front touch par contre, d'avoir une bonne rétraction scapulaire, comme ça tu es encore plus proche de la barre. Et pour le front touch, il y a d'autres muscles qui entrent en jeu aussi, peut-être un peu plus profonds, comme tout ce qui va être les rhomboïdes, le grand rond, etc. etc. Ok. Donc ça serait plutôt pour le front lever touch. Donc améliorer la mobilité là-dessus, le front touch. Voilà, pour répondre à ta question, le front touch. Question de Noah. Quelle est la prise la plus optimale au niveau des mains, pouces engagés ou non? Alors, très intéressante comme question. Pour moi, la meilleure prise, donc le meilleur grip qu'on peut avoir pour un front lever, c'est main à largeur épaule ou un petit peu moins. Voilà. Largeur épaule ou un petit peu moins. N'allez pas chercher du close grip, c'est-à-dire main complètement serrée ou main trop écartée. Pardon, désolé, j'ai roté. Déjà, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc, ça peut être personnel des fois la grippe. Plus vous allez chercher du false grip, plus ça va être dur. Plus vous allez chercher du coup sur les doigts, plus du coup vous allez avoir, ça va être plus dur au niveau de la poigne. Donc prenez vraiment la barre pleine main en normal grip ou si vous voulez en strong grip. Voilà. Pour ce qui est du pouce, en vrai peu importe. En vrai peu importe, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression de mieux serrer la barre quand le pouce est en dessous. Mais moi, quand je fais du front lever, vu que je prends un peu en strong grip, j'ai toujours le pouce au-dessus. Toujours le pouce au-dessus. Voilà. Donc je dirais pouce au-dessus. Question de Tio MRTS. Que faut-il prioriser comme type d'entraînement? Oula, c'est un petit peu large, mais je pense que j'y ai répondu avec les séances que je t'ai données tout à l'heure. Alors bien sûr, quand vous faites du front lever et que par exemple vous entraînez pour la planche, pour les handstand push-ups ou d'autres figures, vous pouvez mêler front lever et planche et handstand push-ups ou d'autres figures comme ça. D'accord? Si vous faites que des séances front lever, si vous voulez, hein, mais ne faites pas non plus des séances push et des séances pull. Vous pouvez faire les deux en même temps. Ok? Donc que faut-il prioriser comme type d'entraînement? Le type d'entraînement, ça serait de l'entraînement quand même assez intense, je dirais, surtout au début pour débloquer le front lever. Pas beaucoup de volume, forcément. Plus on avance en niveau, plus on prend du niveau, plus on progresse, plus du coup, faut mettre du volume quand même. Et sinon, 3 exercices par séance, c'est déjà très très bien. Question de Calicisco, comment gérer la répartition entre les presses, hold et touch? Ok. Alors quand tu dis hold, c'est du hold en front lever classique ou pas? Déjà ça manque un petit peu de... C'est pas assez clair, tu vois. Ça manque un petit peu de contexte. Moi je peux prendre un exemple de ma nouvelle prog là que je suis en train de tester. Avec aussi les fameux conseils de Adrien SW forcément. Moi j'ai une séance où je fais du front pull-up et front raise, et du coup où je fais 2 séances, donc une séance intensité, une séance volume de front pull-up et front raise, et une séance de là c'est que du hold, c'est front lever touch hold et Victo hold. Voilà, ça c'est le truc que je suis en train de tester en ce moment. Donc ça peut être ça par exemple, mais tu peux mêler, en fait tu peux tout mêler en fait. Franchement, il n'y a pas de bonne répartition, je trouve. Si limite, tu peux faire les 3 dans une séance. Okay. Le plus important, c'est de varier aussi au fil des mois, de ne pas faire tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Alors, bien sûr, il n'y a pas 1000 exercices. Donc, forcément, quand tu fais du front lever, tu fais à peu près tout le temps la même chose pendant des années. Mais tu peux varier les prises, tu peux varier l'intensité des exercices et tu peux modifier l'ordre des exercices
pendant du coup ta séance. Ok, ça c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire. Et la dernière question de Yanis, j'aime bien quand il y a des questions comme ça, ça faisait longtemps. Dernière question de Yanis, à quel niveau commencer le front lever environ, traction, dips, pompe? À partir, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 10 tractions, même avant. Allez, on va dire à partir de... En fait, tout dépend aussi de la tête de tes tractions. Moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que je regarde de quelle manière ils font leurs tractions, tu vois. Là, j'ai mon élève Baptiste qui vient d'acquérir 9 tractions. Il en avait 0 il y a 3 mois. Ou une il y a 3 mois, donc on progresse bien, et pourtant on démarre pas sur le front lever tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est assez récent pour lui les tractions, et on est en train de vraiment développer ces tractions là. On va attendre quand même de les maîtriser encore plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de démarrer du vrai front lever, même si en vrai on pourrait déjà faire du tuck, etc., mais je trouve pas ça très intéressant. Donc si en fait tu maîtrises déjà 7, 8, 9, 10 tractions, mais que ça fait longtemps que tu les maîtrises, moi je te conseille d'attaquer le front lever. Si tu viens de débloquer tes 5 premières tractions, tes 7 premières tractions, tu peux continuer dans cette voie là pour renforcer déjà pas mal les tractions et commencer potentiellement à te lester. C'est ce que je fais avec mon élève Baptiste. On commence à mettre 5 kilos là, voilà, parce qu'il vient de débloquer ses 9 ou 10 tractions, donc on s'est dit tiens, c'est quoi, on va mettre 5 kilos, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et puis potentiellement dans les prochaines semaines, je lui ferai faire des exercices comme des deadlifts inversés, ce genre de choses, quoi. Voilà, ça peut être intéressant. Sinon il n'y a pas forcément de dips ou de pompes à faire, c'est surtout du tirage, donc des tractions. Voilà, mais j'y ai bien répondu dans l'épisode normalement. Donc voilà pour cet épisode sur le front lever qui a duré quand même 1h41. J'espère que vous avez kiffé la petite histoire sur le front lever. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai trop kiffé. Faudrait que je le fasse en vidéo YouTube avec des intervenants et tout, ça pourrait être une dinguerie, mais là ça serait un taf monstre pour pas grand chose, j'avoue. Mais le jour où j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de temps, les gars, je le ferai avec plaisir. Et sinon, refaire des épisodes comme ça, que ce soit sur la planche, le muscle-up, le handstand, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou mettre un commentaire directement. Si vous écoutez sur YouTube ou sur Spotify, mettez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Cet épisode, je trouve, était quand même différent des autres. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré préparer cet épisode et l'enregistrer. Et sinon, moi, je vous souhaite du coup un bon training et à la prochaine. Allez, ciao.